Depuis Jean-Claude Killy en 1968, on n'avait jamais vu ça. Un Français médaille d'or aux Jeux Olympiques. Jean-Luc Crétier l'a fait. Juste après lui, le favori Hermann Maier s'élance, mais à la 5e porte, c'est la chute. Cette image a fait le tour du monde, plein les yeux, est allé plus loin. Le cauchemar de toutes les maîtresses de maison, trouver un énorme rat dans le placard de sa cuisine. Et pourtant, ça arrive, la preuve. C'est le b.a.-ba de l'entraînement des pilotes et des spationautes. La centrifugeuse, une machine terrible qui n'épargne pas les élèves pilotes. Pourtant, si on veut voler, il faut y passer. Nicolas Hulot a testé pour vous. A priori, en scooter des neiges, le danger ne devrait pas venir du ciel. Et pourtant, pendant les compétitions sauvages, tout est possible. Même recevoir son adversaire sur la tête. États-Unis 1940, Tacoma, l'un des premiers ponts suspendus se brise sous la tempête. Les ingénieurs n'avaient pas prévu cette catastrophe. Analyse et explication. 1985, tribunal de Nantes. Georges Courtois et ses complices prennent en otage toute une cour d'assises. 1 jour et demi d'angoisse pour plein les yeux. Ceux qui l'ont vécu racontent. Seul dans la cage au lion à 4 ans, comment cette graine de dompteur a-t-il réussi à faire face à 12 fauves sans se faire dévorer? À 15 mètres du sol, un bûcheron aux prises avec une branche récalcitrante. Soudain, il se retrouve catapulté avec sa tronçonneuse. Comment va-t-il s'en sortir? Ce jour-là, le spectacle n'était pas sur le terrain, mais dans les loges. Un couple très inspiré par un match de baseball a réussi à détourner l'attention d'un stade entier. Plein les yeux à retrouver le photographe, il raconte. Toutes ces images et bien d'autres, ce soir, dans Plein les yeux. Bonsoir à tous, bonsoir Carole. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau de Plein les yeux avec toujours des images prises sur le vif, des images étonnantes, des documents que vous n'auriez jamais dû voir, des aventures ou des mésaventures qui se terminent bien. Comme à notre habitude, nous sommes allés plus loin. Les équipes de Plein les yeux ont enquêté pour mieux comprendre. Alors attachez vos ceintures, on part pied au plancher Carole. Oui, avec une course de dragster très spectaculaire. Alors les dragsters, ce sont des engins ou plutôt des monstres équipés d'un moteur de 30 000 chevaux. Et la particularité de cette course, c'est la recherche d'accélération maximale, aller le plus vite possible en un minimum de temps. Et le record du monde actuel est de 385 km/h en 2 secondes 6. Il est détenu par l'animateur de télévision Vincent Perrault, qui espère faire mieux prochainement, avec la complicité de son ami Bob Filler. En attendant, il nous fait partager sa passion de la vitesse. Pomona, Californie, sur la ligne de départ de dragster. Entre les roues de ces engins super puissants, 3000 chevaux. Le but, accélérer à fond pour franchir le plus vite possible les 250 premiers mètres. Soudain, à 350 km/h. Pour nous expliquer cet accident, nous avons fait appel à un commentateur exceptionnel. Vincent Perrault, présentateur télé, mais aussi champion du monde d'accélération. Ce qui est très important dans une course de dragster comme celle-ci, c'est de partir très droit dès le début. Là, on va très bien voir sur ces images que le pilote japonais va avoir tendance à mordre le couloir de gauche, ce qui veut dire que déjà, à cette vitesse, c'est irrattrapable. On voit très nettement, à un moment donné, qu'il heurte les cellules de chronométrage. Ici, à ce moment-là, ça lui casse sa roue, ça lui casse sa direction, et là, il est obligé de se laisser emporter par la vitesse et d'aller impuissant directement dans l'arrière de la voiture qui était devant, à là, facilement 350 ou 360 km/h. Incroyable, même après un tel choc, les deux pilotes sont indemnes. Je suis sûr que ce n'était pas de sa faute. Il a dû percuter un obstacle et ça l'a dévié de sa trajectoire. Pour Dave Uehara, le pilote qui a causé l'accident, l'important c'est que son adversaire soit toujours en vie. Ouais, je me sens bien. Je suis juste inquiet pour Ron. Apparemment, j'ai tapé un obstacle, c'est ce qui m'a aspiré sur l'autre voie, et là, j'ai touché le parachute. Ce qui fait qu'il s'en est sorti indemne, c'est que les conditions de sécurité sont prévues pour ça. Il y a un certain nombre d'éléments qui viennent enrayer le problème. Donc bon, je vous passe la combinaison, les gants, ça c'est la moindre des choses. Il y a surtout une ceinture de sécurité extrêmement efficace. Et là évidemment avec des harnais très très larges, parce qu'au moment d'ouverture des parachutes de freinage, ce qui freine la voiture, il y a un choc en avant très très important qui vous entraîne. Et pour éviter de se casser les côtes, évidemment, il faut que ce soit le plus large possible. Et surtout, on est attaché ici à la ceinture de sécurité de façon à ce qu'en cas de choc et d'accident, si la voiture se met à se retourner ou à faire des tonneaux, il ne faut pas que les mains ou les bras puissent aller à l'extérieur de l'arceau de sécurité. Évidemment, ce style de sport, c'est extrêmement dangereux, mais tout est calculé de façon à atténuer les problèmes de choc ou de décélération brutale au moment du freinage.
Mais même si tout est calculé pour encaisser les chocs, ce jour-là, cet autre pilote, Gordon Mineo, a toutes les raisons de s'inquiéter. Évidemment, quand on est dans une situation d'incendie, bon, le pilote, lui, est relativement protégé, à part le visage qui peut avoir un petit peu chaud parce qu'on n'est pas dans la combinaison. Le vrai danger n'est pas la brûlure, c'est surtout l'asphyxie, parce que ça fume énormément, et comme ce sont des carburants qui sont très dangereux, très explosifs, très volatiles, il faut évidemment se protéger avec un masque à oxygène ou de l'air respirable. Là, contrairement aux images, on pourrait croire que le pilote est dans les flammes, mais en fait, le cockpit est assez isolé quand même, il y a une barrière coupe-feu. Et le pilote, lui, ne voit plus du tout où il va. La difficulté, c'est de savoir est-ce que cette satanée voiture est enfin arrêtée, immobilisée, ou est-ce qu'elle roule encore. Il est hors de question pour un pilote de décrocher son harnais alors que la voiture est encore à 100 ou à 150 km/h. On peut voir la fumée qui s'échappe, on imagine à l'intérieur ce que ça peut être. Le problème, c'est que le pilote ramasse plein d'émanations toxiques et le but pour lui, c'est d'essayer de retenir sa respiration. À partir du moment où il y a eu l'explosion moteur, jusqu'au moment où les services d'incendie arrivent, jusqu'au moment où il sort de la voiture, il peut se passer environ 1 minute 30 à 2 minutes, ce qui est vraiment très difficile à vivre. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je ne sais pas si j'ai explosé l'embrayage ou autre chose, mais ce n'était pas une si mauvaise course que ça. Mais à peine sorti des flammes, à moitié intoxiqué par les fumées, Gordon Mineo y retourne. Il tente l'impossible pour sauver son moteur. Pourquoi on prend tous ces risques ? En fait, il faut que vous arriviez à comprendre que nous, on n'a justement pas l'impression de prendre autant de risques que ça, parce que toutes les conditions de sécurité sont réunies, je vous ai montré tout à l'heure. Ce qui fait que comme c'est une préoccupation permanente, on réduit le facteur risque à un pourcentage vraiment très proche de zéro. Et tout à fait honnêtement, moi je me sens vraiment beaucoup plus en sécurité à piloter un engin comme celui-ci que d'être dans une voiture de série sur l'autoroute en plein mois de juillet. Vincent Perrault tentera le 28 avril prochain de battre son propre record, 400 km/h en moins de 3 secondes. Et au-delà, son médecin ne répond plus de rien. Oui, ça on comprend. Alors en France, l'animal préféré, paraît-il, des adolescents, c'est le rat. Et aux États-Unis, ce serait le furet. Alors imaginez de vous retrouver nez à nez avec un rat furet, avec un mélange des deux, face à un monstre de 4 kilos qui se serait garé dans l'un de vos placards. Et vous allez voir que l'américaine que nous allons découvrir maintenant ne s'en est pas encore remise. Todd Hardwig, une sorte de héros dans le sud de la Floride, car on trouve là-bas toutes sortes de bestioles pas toujours bien intentionnées et son métier consiste à les maîtriser. Depuis 15 ans, l'entreprise de Todd fait la chasse aux bêtes indésirables dans les maisons, les bateaux ou les caravanes. Détail qui a son importance, il replace toujours les animaux qu'il récupère. Ce jour-là, un caméraman le suit dans sa tournée. Il ne va pas être déçu. Un monstre se cache dans le garage d'Isabella Hernandez. Détendez-vous, n'ayez crainte. Expliquez-moi ce qui se passe. Il paraît que vous avez trouvé un énorme monstre dans votre garage. Oui, je ne sais pas ce que c'est au juste. Je suis venue faire ma lessive. Et j'ai entendu un grognement. D'accord. J'ai ouvert la porte. N'ouvrez pas maintenant. Dites-moi de quelle porte il s'agit. C'est celle-là? Oui, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que vous avez vu au juste? J'ai juste vu des dents. Des grandes dents? Oui, des grandes dents. Ok, d'accord. Bon, bah, mettez-vous là. Je vais ouvrir le placard pour voir ça de plus près. Mon Dieu, j'ai si peur. Bien, détendez-vous. Est-ce que vous aviez des aliments pour chien ou pour chat là-dedans qui auraient pu attirer un animal? Oui, parce que nous avons un chat, mais il a disparu. Nous ne savons pas où il est passé. Je veux dire, nous ne savons pas où est notre chat. C'est là-dedans que vous l'avez vu? Oui. La porte était entrouverte, alors vous l'avez claquée et vous êtes parti en courant? Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est? Une espèce d'énorme rat. Oh mon Dieu. Bon, je vais essayer de l'attraper et de le sortir de votre placard. Todd a enfilé des gants en Kevlar, une matière utilisée pour fabriquer les gilets pare-balles. Mais les dents de ce gros rongeur sont si pointues qu'elles pourraient les transpercer. Vous pensez qu'il a pu faire quelque chose à notre chat? Isabella a toutes les raisons d'être bouleversée. Elle s'est trouvée nez à nez avec un opossum de 4 kilos, 2 fois plus gros qu'un opossum normal. Vous pouvez le regarder maintenant, il est à l'abri dans une cage. Je ne veux même pas le regarder. Je vais vous dire, j'en tremble encore.
Et elle n'est pas la seule. Le chat aussi a du mal à se remettre de sa rencontre avec cet opossum aussi gros que lui. Tout va bien. Ça va, il va bien. C'est un grand garçon. C'est appétissant, hein, Jacques? Je ne sais pas si vous faites la même tête que la dame qu'on a vue quand vous voyez un rat. Ah, sûrement, c'est exactement ce que je ferais. Ça vous ressemble un peu d'ailleurs. Oh je vois que vous êtes bons camarades. Bon, est-ce que vous avez votre brevet de secouriste? Non, c'est mal, c'est très très mal. Ouais, c'est pas très bien. En tout cas, vous serez peut-être amené à le passer. Et si vous le faites, vous serez formé au bouche à bouche. Alors, c'est assez technique, mais finalement très simple à faire. Et ça peut servir. Pas de démonstration sur le plateau. Non, merci. Mais le bouche à bouche, c'est vrai, ça permet de sauver des vies humaines. Ça permet aussi de sauver des petits animaux, voire même des tout petits chatons. Alors aux USA, il suffit de faire ça et puis on devient vite un héros. Regardez. Voici une petite famille de rescapés qui a vraiment eu chaud. Ces chatons étaient enfermés dans un mobil-home qui a pris feu. Appelés d'urgence, les pompiers ont d'abord éteint l'incendie, puis ils ont été alertés par des cris étranges. Ils sont alors partis à la recherche de ce qu'ils avaient bien sûr identifié comme étant des petits chats. Ils en ont trouvé 3. L'un des chatons respire à peine. Un pompier, Lenny Rouse, décide alors de tenter le tout pour le tout. Il va faire au chaton un vrai bouche à bouche pour tenter de le ranimer. Une équipe de télévision filme cette scène et Lenny Rouse ne sait pas que pour lui, c'est le début de la gloire. On leur a fait du bouche à bouche et on leur a insufflé de l'oxygène au moyen d'une pipette nasale. J'ai continué à leur souffler de l'air dans les poumons en leur faisant de petits massages cardiaques. Et ils ont commencé à revenir à eux lentement. Alors je les ai retournés et j'ai essayé de les stimuler davantage en leur grattant la colonne vertébrale pour obtenir une réaction. Et ça a marché. Toute l'Amérique a les larmes aux yeux, émue par le pompier au grand cœur. Lenny fait la une des journaux. Heureusement, tout cela ne lui a pas tourné la tête. J'espère bien avoir fait des choses plus remarquables dans ma carrière. Et je n'en doute pas. Mais ces choses-là font aussi partie de notre métier et les gens attendent de nous que nous les fassions. Cette histoire sortait un peu de l'ordinaire et elle s'est bien terminée. Et oui, comme toutes les belles histoires, celle-ci se termine bien. Lenny a adopté un des chatons qui l'ont rendu célèbre et les autres ont tous trouvé une nouvelle famille. En tout cas, 1 300 000 personnes ont leur brevet de secouriste en France. Plus bien. 2 dès la semaine prochaine, parce qu'on s'inscrit. Ah bah, très bien, vous et moi, d'accord. Quand on passe sur un pont, ce qu'on appelle un pont suspendu ou un pont à haubans, comme le pont de Tancarville ou le récent pont de Normandie, on imagine que les ingénieurs ont tout prévu pour éviter que ça se casse. Ils ont pensé au poids des voitures, ils ont pensé par exemple au vent et à l'usure des câbles ou aux tempêtes. Eh bien, pas tout à fait. Ben non, et puis vous faites bien de préciser le vent parce qu'on n'imaginait pas il y a 50 ans que le vent puisse briser un pont littéralement, le casser. C'est en tout cas ce qui s'est passé à Tacoma, aux États-Unis, un après-midi de 1940, au mois de novembre. Et regardez bien ces images, il n'y a ni trucage ni effets spéciaux. États-Unis 1940. Le pont de Tacoma est en service depuis bientôt 5 ans. Véritable prouesse technologique, il a été conçu pour se balancer au gré du vent, de haut en bas. Ce jour-là, les vents soufflent à plus de 80 km/h pendant des heures. Le pont ondule de plus en plus. Un homme décide d'abandonner sa voiture. Bon réflexe, car soudain, c'est la catastrophe. La catastrophe de Tacoma a été un très grand choc pour les ingénieurs de génie civil. Et il a fallu une quinzaine d'années avant qu'on recommence à construire des ponts suspendus. Les ingénieurs n'avaient pas prévu que le pont pourrait se tordre sur lui-même. Et même si les automobilistes se plaignaient du mal de mer, ils se croyaient en sécurité. Personne ne s'attendait à l'effondrement du pont. Ce qui est par contre un peu étonnant, c'est qu'on ait maintenu le pont en service alors qu'il oscillait verticalement. C'est un problème de conception. Le tablier du pont, l'endroit où passent les voitures, était beaucoup trop mince. Le type qui est monté sur le tablier, pendant les oscillations de torsion ici, est un véritable miraculé. Il a eu beaucoup de chance. Mais personnellement, je ne serais pas monté sur l'ouvrage alors qu'il vibrait de cette façon. Pour les ingénieurs, un pont doit osciller de haut en bas. Ils vont apprendre tragiquement qu'il peut aussi se tordre
et se briser. Le tablier du pont de Tacoma est constitué de 2 poutres en acier, en I, comme ceci, réunies par le platelage où passent les véhicules. Lorsque le vent s'écoule autour de ce profil, il passe par-dessus, bien sûr, et par-dessous, mais il se détache des tourbillons, et ces tourbillons sont décalés entre le haut et le bas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout au même niveau, et les tourbillons se détachent tantôt en haut, tantôt en bas. Jusqu'à la catastrophe de Tacoma, on ignorait ce phénomène. Aujourd'hui, les ponts suspendus sont conçus pour résister aux tempêtes. Grâce au développement des ordinateurs, des souffleries et des connaissances dans le domaine du comportement aérodynamique des structures, eh bien aujourd'hui on construit des ouvrages tout à fait énormes. On a conçu des tabliers extrêmement résistants et rigides en treillis métalliques comme celui par exemple du pont de Tancarville. Et tout cela dans un seul but, plus jamais ça. Et à la fin du mois sera achevé au Japon le plus grand pont suspendu du monde entre 2 îles au nom très compliqué. Et je sais qu'en revanche qu'il fera 3910 mètres. Au titre de comparaison, le fameux Golden Gate à San Francisco, lui, fait 1280 mètres. Donc c'est vraiment un très grand pont. Ce qui est formidable, Jacques, avec les passionnés d'aviation, c'est qu'en plus du plaisir de voler, ils ont le plaisir de la machine. Et la plupart d'entre eux rêvent de posséder ou de construire leur avion. Alors en France, il y a déjà 1000 particuliers qui ont réalisé ce rêve et qui volent avec leur avion. Et il y en a à peu près autant qui sont en... Oui, il y en a à peu près autant qui sont en construction. Bon, ça prend du temps. Il vaut mieux ne pas se tromper dans les calculs. En tout cas, le moindre défaut de fabrication, et là, c'est la catastrophe, ou en tout cas, la déception. C'est le grand jour pour Rick Ray. Aujourd'hui, enfin, il va faire décoller l'avion qu'il a lui-même construit. 8 ans à monter pièce par pièce cette petite merveille dans son jardin de Louisville. Rick a dépensé 100 000 francs pour réaliser son rêve. Minutieusement, jour après jour, il a fait naître de ses mains l'hélice, puis le moteur, puis le tableau de bord. Enfin, le petit KR2 est prêt. Aujourd'hui, c'est son premier vol et Terry, l'ami de Rick, s'apprête à filmer ce moment historique. Première tentative de décollage sur la piste de l'aérodrome du comté de Pierce dans l'État de Washington. L'avion prend de la vitesse, mais Rick rate son envol. Rick recommence, cette fois devrait être la bonne. Il décolle, mais perd le contrôle de son appareil. Linda, la femme de Rick, est désespérée. Les secours sont sur place en quelques minutes. Heureusement, sous le tas de tôle, Rick est en vie. Mais c'est 8 ans de passion qui ont été réduits en miettes en seulement quelques secondes. L'ULM, ça vole bien, mais c'est fragile aussi, un peu comme le petit avion qu'on vient de voir. C'est la structure qui est fragile. Alors mieux vaut ne pas tomber dans les turbulences, mieux vaut ne pas faire trop d'acrobatie, mieux vaut ne pas sortir du domaine de vol, comme disent les pilotes, à moins d'avoir un parachute, et je ne dis pas ça par hasard. Regardez. Le pilote de cette ULM a décidé de s'offrir quelques sensations fortes, mais sa voltige va très vite prendre des allures de spirale infernale. Fait tout faux, ce pilote. Il a été sur le dos, il a déclenché une vrille, et c'est justement tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est très clair que cette ULM-là sort de son domaine de vol, c'est-à-dire qu'il va trop vite. Et à partir de ce moment-là, les matériaux qu'il constitue ne sont pas faits pour résister à des pressions aussi importantes, et du coup, il casse en vol. L'ULM tombe comme une pierre, le sol se rapproche à toute vitesse, par chance, l'appareil est assez léger pour être équipé d'un parachute. Nous avons eu un problème à l'aile, un très gros problème. Que s'est-il passé? J'étais en train d'effectuer un looping à l'envers
Je pense que je suis allé trop loin et l'aile est tombée. J'étais à 4000 mètres quand ça s'est produit. Ça a duré 3 secondes, puis il y a eu la chute. Et me voilà. Jack Britten ne doit la vie qu'à son parachute. Heureusement que son ULM en était équipé. Si l'appareil casse comme ça et qu'il n'y a pas de parachute, la seule chose à faire, c'est de prier le bon Dieu ou de demander à Saint-Antoine d'intervenir. Très peu d'ULM sont ainsi équipés aujourd'hui en France, pas plus d'1 sur 3. Pour quelle raison? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas convaincus que ça marche, et puis aussi parce que ça coûte un peu cher. Un parachute, ça vaut une quinzaine de 1000 francs. Je pense que la vie d'un bonhomme, ça vaut bien 15 000 francs. Baptisé Seconde Chance, le parachute d'avion équipe déjà certains appareils de tourisme. Le parachute peut être également utilisé sur des avions plus lourds, type Cessna 152. Ici, c'est un biplace. Et le constructeur du parachute est en train de mettre une voile au point pour des avions de 4 places. Donc c'est très intéressant d'avoir une dernière chance, quel que soit le type de pilote et quel que soit le type de la machine. Le parachute comme remède contre la peur en avion? Inutile de demander à l'hôtesse, ça n'est malheureusement pas pour demain. Tout récemment, au mois de mars, un volcan s'est réveillé. C'est le piton de la Fournaise sur l'île de la Réunion. Il faut savoir que 180 volcans sont toujours en activité dans le monde. Oui, et la plupart crachent de la lave, ça paraît logique, mais beaucoup plus rare. Comme à Hudson au Chili, certains volcans crachent des cendres. Et vous allez le voir, les cendres recouvrent tout le paysage et ça lui donne vraiment des allures de paysage de fin du monde. Ni trucage, ni effets spéciaux. Nous sommes au Chili, au pied de l'un des 150 volcans du monde, l'Hudson. En pleine phase éruptive, il va cracher une colonne de poussière de 18 km de haut qui retombera sur 100 km à la ronde. Ici, pas de coulée de lave. L'Hudson, en pleine éruption, dégage une épaisse cendre noire. Résultat, pendant 3 ou 4 jours, c'est l'obscurité totale. Il fait nuit tout le temps. Là, il est précisément 10 h du matin. Autre incidence, une baisse sensible des températures et la métamorphose des décors. En quelques heures, le charmant village de Los Antigos s'est transformé en ville morte. Comment explique-t-on ce phénomène? Un volcan, c'est une cheminée qui descend vers de la roche en fusion. Cette roche en fusion, elle contient du gaz. Elle remonte dans cette cheminée, les bulles de gaz gonflent, et quand on arrive à la surface, généralement, ces bulles de gaz éclatent. Alors ça donne une poussière extrêmement fine. Cette poussière, elle rentre dans les poumons, elle peut asphyxier. Elle peut former des bouchons qui bloquent la trachée artère, donc pour s'en protéger, il faut mettre un masque sur la bouche. Cette poussière, elle tombe dans les rues des villes, elle empêche les voitures de rouler, elle tombe également dans les champs, elle détruit les cultures et elle empêche les animaux de se nourrir. Troupeaux décimés, population en péril, même s'il n'y a pas eu de décès à déplorer à Los Antigos, les dégâts ont été estimés à plusieurs milliards de dollars. Alors, peut-on prévenir ou mieux éviter l'éruption d'un volcan? Peut-on s'en protéger? On ne peut pas se protéger de telles éruptions. La seule chose qu'on puisse faire localement, c'est d'évacuer les populations le plus rapidement possible, le plus en amont possible. Et aujourd'hui, les moyens de détection des éruptions permettent, en règle générale, de prévoir à peu près la date d'éruption, donc d'évacuer les populations. Mais sur le plan des retombées et sur le plan global, il n'y a évidemment rien à faire. Mais c'est bien connu, la nature fait des miracles. Si un volcan peut être meurtrier, il est également source de vie. Les volcans détruisent, mais aussi les volcans construisent. C'est sur les volcans qu'on trouve la plus forte densité de population. Pourquoi? Parce que cette poussière volcanique, quand elle a perdu son acidité, ce qui survient très rapidement, eh bien elle devient extrêmement fertile, parce qu'elle contient des éléments comme le calcium, le sodium, le potassium. Ces cendres sont très riches en oligo-éléments, très riches en métaux, et donc ce sont des engrais futurs pour la végétation qui va petit à petit revenir, parce que même après une éruption volcanique, la nature finit toujours par reprendre le dessus. La ville morte est ressuscitée. 3 ans après l'éruption, les habitants de Los Antigos revivent dans un jardin verdoyant qui, à tout moment, ils le savent, peut se transformer en paysage de désolation. Attention, l'Hudson sommeille, mais gare au réveil. Un peu de saut à la perche maintenant, Jacques, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Les femmes en font, en fait? Oui, mais depuis 5 ans uniquement. Bon, c'est vrai que les athlètes, en général, considèrent les perchistes un peu comme des cascadeurs, hein, comme des casse-cous, des voltigeurs. Pourtant, il y a assez peu d'accidents. Oui, les seuls qu'on a pu recenser sont soit la perche qui se casse, soit l'athlète qui se réceptionne mal, donc à côté du matelas, mais rien de grave. Alors, l'accident
dont a été victime Alain Angy. C'était au championnat d'Europe d'athlétisme à Bordeaux le 15 février dernier. Et non seulement rarissime, mais de mémoire de perchiste, on n'avait jamais vu ça. Cet homme, c'est Alain Angy. Son nom vous était certainement inconnu jusqu'au 15 février dernier, date des championnats de France de saut à la perche. Il passe les 5,40 m, mais sa perche retombe mal et le blesse. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit que la perche m'a touché les castagnettes, mais non, ça a vraiment touché ma jambe, quoi. Bon, c'est vrai que j'ai eu chaud parce que je pensais que c'était aussi les bijoux de famille, quoi. Mais en recevant sa perche dans la cuisse, Alain Angy a néanmoins frôlé la catastrophe. En l'air, je l'ai quand même senti rentrer. Et puis bon, moi je pensais que c'était seulement une petite griffure, mais je pensais pas que j'avais quand même un trou de 15 cm. À 3 cm près, j'ai touché quand même la terre fémorale. J'ai eu pas mal de chance. En plus, alors j'ai eu pas mal de chance encore parce que ça n'a pas touché les muscles. C'est une faute technique que Angy a fait, mais une faute très banale que tout le monde fait. Au lieu de repousser sa perche là, par ici, hop, elle repasse sous la barre. C'est une faute qu'on a tous fait des centaines et des centaines de fois. Et c'est vraiment la faute de pas de chance de retomber justement sur le bout à vif de la fibre de l'air. J'étais sur le tapis, je pleurais. Moi je pleurais, bon, c'est pas parce que j'avais mal, je pleurais parce que j'étais vraiment dégoûté, quoi. La femme d'Alain Angy a vu l'accident en direct. Et quand j'ai vu les images d'Alain à la télé, je suis restée clouée, quoi, en fait. Et, j'ai eu vraiment très très mal pour lui. C'est vraiment ce que je peux dire parce que j'ai eu mal pour lui. Comme si c'était moi qui recevais la perche. Parce que j'ai jamais vu Alain se tordre de douleur comme ça. J'y croyais pas en fait. Je me dis c'est pas possible, quoi. Avec tous les athlètes qui à Bordeaux, pourquoi c'est à Alain que c'est arrivé ce truc-là, quoi. En voyant ça, je me suis dit il aurait pu carrément s'empaler et puis voilà, quoi. On pourrait penser que c'est une spécialité à risque, tout simplement parce que c'est de l'acrobatie aérienne, en quelque sorte, mais ce n'est pas un sport dangereux. Les accidents sont rarissimes et celui auquel nous avons assisté avec Alain Angy est presque unique. Je ne l'avais jamais vu en 40 ans de carrière. Et pour que cela ne se reproduise plus jamais, on a trouvé la solution. Il y aura un avant et un après Angy. Alors pour éviter cet accident spécifique, eh bien j'ai fait faire des bouchons qui se mettent maintenant à l'extrémité supérieure de la perche et qui ne permettront plus de pénétrer à l'intérieur de la chair mais de glisser sur la peau. Quelques points de suture et 15 jours plus tard, Alain Angy a repris l'entraînement. Il s'alignera à nouveau en compétition dès l'été prochain. Bonne chance à Alain Angy donc pour les prochains championnats d'Europe à Budapest qui auront lieu au mois d'août. Oui, j'ai mal pour lui. Connaissez-vous l'escapologie, Jacques? Ça sonne anglais, ça. Escape, non? Oui, ça vient du verbe escape, s'échapper. Oui. Alors, c'est aussi, vous le savez, un grand classique de la magie, les tours d'escapologie. Et ça consiste à se ligoter, à s'enfermer dans une boîte ou un sac et à se libérer tout seul en un temps record. Le magicien que nous allons découvrir maintenant a voulu faire monter le suspense et il en a fait un peu trop. Et oui. Sans trucage, sans effets spéciaux, ce tour de magie s'appelle l'épreuve du feu. Il consiste pour le magicien à libérer ses complices avant qu'une bombe n'explose. Normalement, ça doit se passer comme ça. Certains magiciens qui pratiquent l'évasion m'avaient recommandé de ne pas utiliser du vrai feu, ni de la véritable poudre à canon et encore moins de l'essence authentique. Ils prétendaient qu'il y avait toujours moyen de tromper le public. Mais pour Franck Puff, pas question de tricher. Cette fois, il va réaliser son tour avec Sheila et Mickey, ses deux assistantes. Il les ligote, puis les attache à une planche de bois imbibée d'essence. Les deux jeunes femmes lui font entièrement confiance, et pourtant... Avant de me diriger vers la planche, j'ai dit à Mickey que je n'avais pas envie de le faire. J'avais un mauvais pressentiment. À leurs pieds, 350 grammes de poudre prêts à exploser à la première étincelle. Impossible de s'évader, elles sont menottées. Menotté également Franck. Ses mains sont solidement attachées par Kelly Roberts, son partenaire. Il le place ensuite dans un sac fermé par une barre de fer et un cadenas. Ensuite, Kelly n'a plus qu'à allumer la mèche. Dans 3 minutes exactement, elle l'explosera en atteignant la poudre située sous les deux femmes. La règle est simple, Franck doit s'extirper du sac et
libérer ses deux complices avant que la mèche n'atteigne la cartouche de poudre. Il faut que j'enlève les menottes et ouvre ce sac en moins d'1 minute 50 au maximum. Mais après avoir fait durer le suspense, Franck éprouve maintenant de réelles difficultés à se sortir du sac. Les minutes défilent, la mèche se consume. Ce genre de numéro qu'on appelle donc des numéros d'escapologie, hein, qui vient du mot to escape en anglais, je dirais à mon avis que d'abord c'est pas quelqu'un qui doit faire des grandes illusions ou de la magie depuis très longtemps et qu'il a mal maîtrisé la grande illusion qu'il voulait présenter. Je pense que sa plus grande erreur, ça doit être son ego. Pour faire un petit peu plus de succès devant un groupe d'une centaine de personnes, et il a pris des risques exagérés. Franck se libère enfin, mais le programme a pris beaucoup de retard. Pourtant, le magicien s'est toujours interdit d'interrompre le tour et il s'y tient. Il n'y a plus une seconde à perdre. Les deux femmes sont en danger. Va-t-il renoncer? Va-t-il gagner sa course contre la montre? À bout de nerfs, Kelly, son assistant, finit par se jeter sur la mèche. Mais il n'arrive pas à l'éteindre. Le type est un petit peu inquiétant parce que généralement dans les évasions on met sa propre vie en danger. Là il met la vie des autres en danger, ce qui est quand même un peu gênant. Il a tellement voulu faire un coup d'éclat qu'ils en ont pris tous plein la figure. Franck a regardé la mèche, puis s'est retourné vers moi et m'a dit que la fusée était sur le point d'exploser. Il m'a fait signe de l'éteindre, mais c'était trop tard. J'ai essayé de retirer la fusée, mais elle a explosé. J'ai été pris de panique. Je me demandais jusqu'à quel point la situation pouvait dégénérer. L'espace d'une seconde, j'ai vu la peur dans les yeux de Sheila. Pendant un instant, elle est restée tétanisée, en état de choc. Mais dès que nous sommes intervenus, elle s'est rendue compte qu'elle s'en sortirait. Seule Sheila sera blessée. Des brûlures au 2e degré, au bras et à la cheville. Mais avec Mickey, elles ont juré qu'elles ne pratiqueront plus jamais ce tour. Il se peut qu'il n'y ait que quelques secondes sur la cassette. Mais moi, j'ai eu l'impression que ça durait au moins 5 minutes. C'était comme un mauvais gag qui aurait mal tourné. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Franck Puff a décidé de tenter à nouveau l'épreuve du feu. Mais changement d'importance, désormais c'est lui, et lui seul, qui sera attaché à la planche de bois. Et la pire faute professionnelle dans le monde des magiciens, bien sûr, ça n'est pas d'enchaîner, de faire prendre des risques à ses partenaires, c'est ce qu'on appelle le débinage, c'est-à-dire donner ses trucs à d'autres, comme ça. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait absolument pas. Bon. Quand on installe un jacuzzi dans son jardin, c'est, vous savez, du truc, des bulles. Les bains à bulles, oui. C'est évidemment pour en profiter soi-même, pour en faire profiter des parents ou des amis. Oui, puis il est quand même assez délicat de s'y inviter sans y avoir été convié formellement, ça se fait pas. C'est en tout cas ce que s'est permis de faire un ours sauvage qui s'est pris d'amour pour le jacuzzi et est venu se prélasser pendant des heures dans le bain à bulles de la famille Potter. Alors la famille Potter vit en Californie et c'est une région où il n'est pas rare de trouver des ours et ils sont de plus en plus attirés par les habitations puisqu'il y a de l'eau et de quoi combler leur gourmandise. Regardez. Ce n'est pas un pot de miel qui a fait sortir cet ours sauvage de sa forêt, mais un jacuzzi. Pour le plaisir d'un bain de bulles, cet animal de 250 kg s'invite régulièrement dans une famille californienne. La première fois que nous l'avons vu, j'étais couché lorsque j'ai entendu des clapotis. J'ai sauté du lit pour regarder par la fenêtre de la chambre et j'ai cru qu'il s'agissait d'un chien qui faisait trempette dans la piscine. Mais quand je l'ai vu sortir et se dresser sur ses pattes, j'ai compris qu'il s'agissait d'un ours. Chaque nuit, l'ours baptisé Samson par les Potter prend un petit bain dans la piscine, puis se détend dans le jacuzzi sous les yeux de ses hôtes improvisés. Il se mettait sur la petite marche de la piscine, mais on voyait bien qu'il n'était pas très à l'aise. Alors il se levait, se dirigeait vers le jacuzzi et s'allongeait dedans. Il posait sa tête, fermait les yeux et restait là pendant une demi-heure, même une heure. Une nuit, Samson est pris d'un malaise. Il s'effondre dans le jacuzzi et ne bouge plus. Les Potter appellent immédiatement du secours. Nous l'avions vu engloutir un sac poubelle ou quelque chose dans le genre qui visiblement ne passait pas. Il s'étranglait, on voyait qu'il souffrait, bref, il avait besoin qu'on l'aide. Malgré son air gentil et nonchalant, Samson est un animal sauvage. On installe donc un piège dans le jardin des Potter pour le capturer. Et Samson va tomber dans le piège. Une caméra placée à l'intérieur du piège montre qu'apparemment Samson n'est pas content. Pourtant, grâce aux Potter, il sera soigné et sauvé.
Mais l'histoire de Samson ne s'arrête pas là, car les responsables locaux estiment qu'il est dangereux et veulent le faire piquer. Les poteurs sont effondrés. Pour eux, Samson fait partie de la famille. Ils vont mener une vraie campagne de presse pour sauver leur ours en diffusant ces images dans tout le pays. Le gouverneur de Californie finira par prendre l'affaire en main et Samson sera sauvé. Notre seul recours était d'envoyer cette cassette aux médias et d'organiser une campagne de presse pour faire bouger les choses. Il restait à trouver un endroit pour accueillir Samson. C'est chose faite. Il coule aujourd'hui des jours heureux aux eaux du comté d'Orange. Gary et Connie Potter nous ont énormément aidés. Une chaîne de solidarité d'environ 200 personnes s'est formée autour de moi pour aider Samson. Moi, je faisais le lien entre tout le monde. Et l'ours le plus célèbre de Californie n'est plus tout seul. Ses parents adoptifs viennent régulièrement lui rendre visite. Voilà, très belle histoire d'ours. J'en profite pour vous rappeler que l'ours est une espèce menacée d'extinction immédiate. C'est une des raisons pour lesquelles on tente de le réintroduire en ce moment, notamment en France et notamment dans les Pyrénées. Si vous aussi, vous avez été le témoin d'événements exceptionnels, inédits, n'hésitez pas à nous appeler, surtout si vous êtes en possession des documents, photos ou films. Vous nous contactez par Minitel au 3615, code TF1. Restez avec nous et regardez ce qui vous attend après la pub. Non, ce ne sont pas de vrais accidents, ce sont des crash tests. Depuis 60 ans, la SNCF n'hésite pas à sacrifier de nombreuses machines pour tester la solidité des trains et assurer la sécurité des passagers. Plein les yeux revient sur deux temps forts de l'actualité, la médaille d'or de Jean-Luc Crétier au JO et la chute mémorable de l'Autrichien Hermann Maier. À 40 mètres au-dessus du vide, un peintre est suspendu au bout d'une corde. La nacelle dans laquelle il travaillait s'est écrasée au sol. Sa vie ne tient plus qu'à un fil. La centrifugeuse, le test incontournable des futurs pilotes de chasse et des candidats à l'espace. Une épreuve terrible pour repousser toujours plus loin les limites du corps humain. Un vent de 180 km/h, des vagues de 6 mètres de haut en Corée du Sud. Un typhon ravage tout sur son passage. Pris au piège au milieu d'une mer déchaînée, les marins sont en danger. Comment les sauver ? Bienvenue pour cette deuxième partie de Plein les yeux. Et nous continuons notre tour du monde en images, toujours plus insolite, inédite, hors du commun, extraordinaire. Et cette fois, nous partons à Nagano. Nous revenons sur deux moments forts des Jeux Olympiques de février dernier, sur la très belle médaille d'or du Français Jean-Luc Crétier en descente, et sur cette image qui a fait le tour du monde, la chute spectaculaire du grand favori autrichien Hermann Maier, surnommé Herminator par ses adversaires quand même. Hein. Oui, il faut dire que cet ancien maçon est une vraie force de la nature. Sa chute ne l'a pas empêché de décrocher 2 médailles d'or, un titre de champion du monde. Curieusement, il refuse catégoriquement de commenter, de revoir en tout cas les images. Les équipes de Plein les yeux sont allées le retrouver en Suisse au championnat du monde où il a accepté pour nous de donner ses impressions. Regardez. Depuis Jean-Claude Killy en 1968, ça n'était pas arrivé. Un skieur français sur la plus haute marche du podium aux Jeux Olympiques, Jean-Luc Crétier l'a fait. C'était le 13 février dernier à Nagano. Il remporte la médaille d'or dans l'épreuve mythique, la descente. Pourtant, le favori, c'était lui, l'Autrichien Hermann Maier. Juste avant lui, Jean-Luc Crétier a fait un temps extraordinaire. Si Maier veut la médaille, il doit tenter le tout pour le tout. Dès les premiers mètres, il prend tous les risques. Et puis à la 5e porte, il s'envole. J'ai essayé de tomber correctement pour ne pas me faire mal. Je me suis dit, la médaille d'or s'envole. J'ai fait une grosse faute et la médaille d'or s'est envolée. Ici, on voit bien que le pied gauche s'élève. Il change d'appui, mais trop tard. Hermann essaye de corriger juste sur le sommet de la bosse. Il essaye de rétablir son équilibre, mais là encore, c'est trop tard. Hermann Maier a commis une faute technique. Au lieu d'amortir cette bosse, qui était un peu plus marquée qu'à l'entraînement, il a fait une extension et donc ça l'a fait prendre beaucoup d'air, décoller très haut en l'air
Et par conséquent, la chute était inévitable. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce passage était difficile déjà à l'entraînement. Et je pense sincèrement qu'Hermann Maier a pris beaucoup trop de risques, donc est arrivé beaucoup trop vite sur ce passage. C'est à ce fameux endroit que j'ai beaucoup ralenti et où j'ai bien négocié ce S, alors que lui est arrivé peut-être, je ne sais pas, 5-10 km/h plus vite que moi, mais bon, ça faisait une cassure, et sur la cassure, en plus, j'ai pu voir que ça lui prend le ski droit, donc il fait une faute de quart au moment où il décolle, ça lui lève le pied droit, et donc forcément, comme on n'est pas extensible, le pied gauche vient rattraper le pied droit, et c'est pour ça qu'il se retrouve à 3 mètres de haut à l'horizontale. Pourtant, et c'est l'usage, Maier a repéré la piste la veille pendant l'entraînement. Mais il n'a pas remarqué qu'à la porte numéro 5, la neige s'est accumulée, formant une grosse bosse. Une erreur qui ne pardonne pas. En pleine vitesse, il décolle et atterrit sur la tête. Hermann a eu de la chance. Il a juste eu quelques bleus et un beau mal de tête. Il aurait pu avoir une fracture du crâne ou la clavicule cassée, mais rien. Il aurait pu se déchirer les ligaments du genou. Il a juste eu un peu mal. Heureusement, il y avait beaucoup de poudreuse. La chute, non, je ne l'ai pas revue. En fait, je ne veux pas la revoir. Je la reverrai peut-être un jour, cela peut m'apprendre quelque chose. Hermann a eu un blocage psychologique. Quand il regardera les images, les souvenirs de sa chute vont revenir. C'est pour cette raison qu'il ne veut pas regarder les images. Il doit d'abord terminer la saison. Après les examens avec les médecins, Hermann a vu qu'il n'avait rien. Il était tellement soulagé d'être indemne qu'après la course, il a tout gagné. Effectivement, le lendemain même de sa chute, Hermann Maier remportait 2 médailles d'or. Preuve que l'Autrichien a la tête dure et surtout un moral d'acier. Pour couronner le tout, il y a quelques semaines, il a été sacré champion du monde. Et dans la série « Oh, que ces gens-là skient bien, Jacques !» Voilà ce qui se fait de mieux en ski extrême. Alors ces skieurs, on les surnomme les kamikazes des planches. Ils sont 50 dans le monde et 20 en France, ce qui est déjà bien. Voilà, ils se retrouvent dans un circuit mondial. Et là, nous sommes à Crescenbutte, c'est au Colorado. En France, la compétition a lieu à Chamonix, je le dis au passage. Évidemment, le but pour ces skieurs amateurs de sensations fortes, c'est de s'envoler, on peut le dire, de falaises rocheuses hautes de plus de 8 mètres et de retomber autant que faire se peut, droit sur les skis, enfin plus ou moins. C'est un exercice périlleux, réservé au sol professionnel. Alors parfois, le saut est réussi. Parfois, il est raté. Regardez bien, vous allez voir, il y a quelques exemples de sauts presque réussis. Oui, ça va repartir. Oui, ça repart. Non, ça ne repart pas. Et à chaque fois, c'est un petit peu la question que se posent tous les spectateurs. Surtout que là, c'est le 6e championnat de ski extrême. Donc la compétition est ardue. Et évidemment, à ce niveau de compétition, le spectacle est garanti. Et le champion de ski extrême est, croyez-le bien, vraiment un champion de ski. Ce sont des skieurs qui sont prêts à tout. Voilà, regardez comment on retourne sur ces planches. Oui. On a vu, Jacques, qu'il valait mieux ne pas avoir le vertige pour pratiquer certains loisirs, comme le ski extrême, par exemple. Mais c'est valable aussi pour certains métiers, grutier, laveur de carreaux, couvreur, ou même peintre, quand il s'agit de donner un dernier coup de peinture tout en haut de la tour Eiffel. Hein. Oui, par exemple, on est souvent dans une nacelle pour exercer ces métiers. La vie ne tient qu'à 2 cordes. Alors imaginez que cette nacelle tombe. Et là, la vie ne tient plus qu'à un fil relié au baudrier de sécurité. Heureusement qu'il existe. C'est la mésaventure qu'a connue ce peintre en bâtiment qui était en train de repeindre, il est vrai, un château d'eau particulièrement haut. Un homme suspendu dans le vide à 40 mètres du sol. Il est peintre en bâtiment. Il travaillait sur ce château d'eau quand sa nacelle s'est écrasée au sol. Désormais, sa vie ne tient qu'à un fil, ou plutôt à une corde, celle qui le relie au sommet du château d'eau. Une corde de 6 cm d'épaisseur qui peut céder à tout moment. Les câbles de la nacelle ont apparemment lâché, donc on voit vraiment qu'elle commence à fatiguer, parce que les côtes doivent le faire souffrir. C'est pas une ceinture adaptée, c'est une ceinture qui lui sert vraiment les côtes. La personne était reliée à une sécurité individuelle, une corde reliée à un mousqueton et une petite ceinture autour de la taille. Elle doit sa vie à la corde. Mais il n'a aucun moyen d'évoluer sur la corde, il est complètement coincé là, il ne peut plus bouger. Le risque il est évident, il est haut, donc s'il tombe, ça fait très très mal. L'homme est suspendu depuis plus d'1 heure.
Les secours arrivent enfin sur place. Ils doivent faire vite car ils s'épuisent et la corde le blesse de plus en plus. Mais pour les sauveteurs, l'intervention est très délicate. Oui, les secours doivent intervenir très rapidement parce qu'on ne sait pas combien de temps peut résister ce genre de dispositif. Et en plus, il faut rassurer la victime qui trouve le temps long. Donc ils vont descendre en rappel là, le long de la façade. Hein. C'est une technique de montagnard que nous utilisons nous. Ensuite, placer un harnais de sécurité sur la victime. Il faut essayer de lui prendre les jambes et le thorax. Et ensuite, quand les mousquetons sont reliés au sauveteur, on coupe son câble de sécurité pour le laisser descendre avec nous jusqu'au sol. Walter, le peintre des sommets, regagnera finalement la terre ferme. Il souffre de brûlures et de contusions, mais heureusement, rien de très grave. Il est passé à un cheveu de la mort, hein. Il a eu la peur de sa vie, et toute sa vie, il se rappellera. Il vaut mieux remonter tout de suite, bien sûr. Retraiter et le risque, hein, et le danger, et la peur. Et c'est ce qu'il a fait. Quelques jours à peine après cette aventure, Walter exerçait à nouveau son métier de peintre de l'extrême. Et il y a de plus en plus d'alpinistes qui font cette activité pendant la saison creuse. Voilà, c'est devenu un vrai métier pour eux. Nous sommes près de 3 millions, 2,8 millions précisément, je crois, à prendre le train chaque jour en France. Pour vous, pour nous, l'important, c'est la ponctualité. C'est aussi la sécurité. En tout cas, c'est un des soucis majeurs de la SNCF qui est, il faut le savoir, numéro 1 mondial en matière de sécurité. Pour cela, la SNCF teste régulièrement ses trains. Nous, on connaît les images plus classiques de crash test d'auto, mais on teste aussi des avions, des bus, les trains depuis plus de 60 ans. Et vous allez voir que dans le domaine de la sécurité passive, on a fait des progrès inouïs. Un train lancé à pleine vitesse, un automobiliste inconscient qui ne respecte pas les passages à niveau, et c'est le choc inévitable. Heureusement, cette collision ferroviaire est une reconstitution. Ces images ont été tournées pour inciter les automobilistes américains à respecter les signalisations ferroviaires. Voici la même scène filmée de l'intérieur de la voiture. Le train roule à 110 km/h. À cette vitesse, l'impact est violent. Aucune chance de s'en sortir. Regardez. Même test avec un bus scolaire. Le résultat est effrayant. Malheureusement, ce type d'accident arrive plus souvent qu'on ne le croit. En France, l'année dernière, il y a eu 150 accidents sur des passages à niveau. Ces images vont vous montrer jusqu'où peut aller l'inconscience des automobilistes. Cette scène a été filmée par une caméra de surveillance. Le conducteur a eu de la chance. À une demi-seconde près, sa voiture était percutée par le train. Mais la prise en compte des risques ne date pas d'hier. En France, depuis 60 ans, la SNCF n'hésite pas à sacrifier des trains pour tester leur solidité. Ce sont les fameux crash tests. Ces images datent de 1937. On voit bien qu'en cas de choc, les passagers n'avaient aucune chance de s'en sortir. Et c'est grâce à ces premiers crash tests, appelés alors tests de destruction, que la SNCF a remplacé les wagons en bois par ceux en acier, plus solides. Car plus les trains vont vite, plus les chocs sont violents, plus les matériaux doivent être résistants. Dans les années 80, c'est la série noire. Des accidents dramatiques poussent la SNCF à relancer sa politique de sécurité. Avec ses 300 km/h de pointe, le TGV fait l'objet d'essais très poussés. On fait subir de nombreux crash tests à des TGV spécialement conçus pour ça. Les différentes couleurs servent à analyser les chocs. Le principe des crash tests n'a pas changé. Seule différence, les nouveaux matériaux et la simulation numérique. Là, on est en 94, c'est un TGV duplex et le but de l'essai est de vérifier que les zones qui doivent protéger les voyageurs s'écrasent bien. On voit ici la zone qui doit absorber l'énergie qui s'écrase, cette zone rouge, et la zone dans laquelle sont les voyageurs à l'arrière ne se déforme pas. Après les essais sur le TGV duplex, comme l'essai s'est bien passé, on a décidé de munir l'ensemble des matériels suivants des mêmes dispositions de sécurité passive. On a une zone qui va se déformer à l'avant, qui va protéger à la fois le mécanicien qui est dans cette cellule de survie et les voyageurs qui sont dans les compartiments. On la voit donc qui se déforme et puis la zone du mécanicien puis la zone voyageur ne se déforme pas, ce qui était l'essentiel. Et tous les nouveaux trains seront faits de cette façon-là. Aujourd'hui, grâce au crash test, on est sûr de la solidité des trains. Reste à convaincre les automobilistes d'être un peu plus prudents.
savez, Carole, qu'il reste 18 000 passages à niveau en France? Non, bon. Je ne savais pas, c'est beaucoup. Et que ça coûte entre 5 et 10 millions pour en supprimer un, pour faire un pont ou un tunnel. Ce qui explique qu'il y en a encore beaucoup, évidemment. Alors, autre question, Carole. Quel est le point commun, c'est comme à l'école ici, quel est le point commun entre l'entraînement d'un pilote de chasse, d'avion de chasse, et l'entraînement des spationautes? C'est une machine un peu barbare, qu'on appelle une centrifugeuse. En fait, c'est un grand bras articulé au bout duquel il y a une capsule. On met le sujet dans la capsule et on lui fait subir toute une série de tests pas très agréables. C'est le coup de la feuille de salade dans les sereaux de salade. Oui, exactement. On a la même tête, en tout cas. Un peu fripée, c'est très beau. Alors, c'est un moyen d'entraînement pour les pilotes de chasse et c'est aussi un outil de sélection pour les spationautes. Et même quand on a l'habitude des séquences extrêmes comme Nicolas Hulot, vous allez le voir, il est très très difficile de ne pas tomber dans les pommes, comme on dit, et comme vous le disiez, Carole, on n'est pas très beau à voir. Oh là là, j'en prends plein les épaules, plein la tête. Oh là là là. Nicolas, oui, c'est là. J'ai perdu connaissance. Si comme Nicolas Hulot, il vous prenait l'envie de voler avec la patrouille de France, ou si vous préférez partir dans l'espace, il vous faudra d'abord subir ça. Ça, c'est l'épreuve de la centrifugeuse, la partie la plus spectaculaire de l'entraînement des pilotes et des spationautes, et ça secoue. Le but de cet exercice, repousser le plus loin possible les limites physiques des élèves pilotes qui tentent de résister au maximum. Mais la machine les soumet à une force bien plus intense que la pesanteur terrestre. Cette force est comparable aux violentes accélérations ressenties pendant le décollage ou le retour dans l'atmosphère. Cette force se mesure en G. Un G, vous le matérialisez très facilement par le poids que vous exercez actuellement sur le sol. Je pèse environ 70 kg. Eh bien, si je suis soumis à une accélération de 7 G, cela veut dire que mon poids apparent est multiplié par un facteur 7. C'est-à-dire que je vais peser pratiquement une demi-tonne. Hein. Je vais appuyer une force d'une demi-tonne sur le siège de mon avion. Le corps humain peut supporter sans séquelles jusqu'à 12 G, mais certains sujets s'évanouissent bien avant. Ce jeune homme, par exemple, ne résistera pas à 9 G. Là, nous avons un sujet qui effectue les manœuvres de protection respiratoire censées améliorer la tolérance aux accélérations. Là, ça ne suffit pas, une très belle perte de conscience. La centrifugeuse s'arrête, la perte de conscience se poursuit, dure un certain nombre de secondes. Le sujet récupère et même après la récupération, il y a une période où il est complètement hagard. Nous voyons les yeux qui se dirigent vers le haut. Et là, ah ça y est, là il a récupéré. Un sujet ici qui résiste bien. C'est une jeune femme qui visiblement est musclée. Musclée, oui, mais cela ne suffit pas. Alors pour résister à ces accélérations, il existe 3 techniques que l'on appelle des manœuvres. Il faut tasser son corps au maximum, contracter toute la musculature de la partie basse du corps et bloquer sa respiration. Ces manœuvres permettent d'augmenter la résistance des pilotes de 2 à 4 G. L'important suivi médical auquel sont soumis les candidats à l'espace ne suffit pas à défier les lois de la pesanteur. Parfois, le corps réagit violemment. Alors par contre, pour lui, ça se passera à grandiose. Ce qui morfle le plus, c'est tout ce qui est transfert de liquide à l'intérieur du corps, c'est-à-dire c'est tout le système cardiovasculaire. Il y a les transferts de liquide. Soit vous en avez à la tête, vous êtes bouffi, soit vous n'en avez plus dans la tête, ça va dans le ventre et dans les jambes. À ce moment-là, vous avez les jambes lourdes, mais vous désamorcez la pression sanguine dans le cerveau, et donc vous avez des troubles. Paradoxalement, on encaisse plus de G dans un avion de chasse que dans une navette spatiale. Les accélérations sont plus brutales et se font par à-coups. Jean-Pierre Aigneret a été pilote de chasse et spationaute, il peut comparer. Dans le cas d'un vol normal avec les Russes, c'est 3G, 5, 4G, si tout se passe bien. Un avion de chasse aujourd'hui, un pilote de chasse subit 9G facilement, couramment. Alors ici, le sujet manifestement essaye de lutter contre les effets physiologiques de l'impesanteur, il contracte ses muscles et on voit sur son regard un peu fixe que probablement il subit des problèmes d'accommodation visuelle et de rétrécissement du champ visuel dû au fait que son cerveau est de moins en moins alimenté par le son.
Ce sont les fameux voiles gris et voiles noirs tant redoutés des pilotes qui les aveuglent avant de leur faire perdre connaissance. Cet état ne survient qu'en cas de manœuvre brutale, par exemple pendant les simulations de combat aérien. Les pilotes reprennent connaissance en moyenne au bout de 6 secondes. En général, ils ont le temps de se rétablir, mais en cas de combat réel, cela peut être fatal. Les élèves pilotes doivent donc résister au minimum à l'épreuve de la centrifugeuse avant d'affronter la réalité. Notre centrifugeuse en France actuelle a une performance de 0,8 à 1 G par seconde. Un avion de combat moderne est capable de monter à 8 G en une seconde. De toute façon, on ne peut pas tout prévoir. Ce qui est terrible, c'est que vous pouvez toujours soumettre les gens à tous les tests, c'est-à-dire les torturer, les faire de la tête en bas, soumis à de violentes accélérations. Vous ne savez pas, quand ils vont monter dans la tête de la fusée, s'ils auront ou non le mal de l'espace. C'est ça qui est terrible. 1 sur 2 est malade. Nous restons dans le domaine de l'extrême, Jacques, mais sur Terre cette fois. Oui, l'été en Islande, le sport à la mode consiste à grimper des pentes pratiquement verticales avec de drôles d'engins, une sorte de buggy, avec des moteurs super gonflés. Quand on est amateur d'extrême, tout est bon pour se faire peur et pour se faire remarquer. Ces drôles de machines, on les croise les week-ends d'été en Islande. Bricolées par des passionnés, ces voitures ont une puissance hors du commun. Leur moteur V8 est enrichi à la nitroglycérine, autant dire que ces petites bombes sont explosives. Et si leurs 4 roues motrices et leurs énormes pneus leur donnent une allure étrange, cela leur permet de foncer indifféremment dans la boue ou à l'assaut des collines abruptes. Les pilotes de ces engins se regroupent en associations et organisent entre eux des compétitions. Ils ne gagnent rien et ils s'en moquent, ça les stimule. Le but de ces conducteurs du dimanche, réussir l'impossible, rien ne leur fait peur et la puissance de leur machine leur permet les pires excentricités. Rassurez-vous, la structure des voitures est telle que les pilotes s'en sortent la plupart du temps sans égratignure. Les tonneaux et les vols planés font même partie du jeu. Grâce à une caméra embarquée, vous pouvez vous rendre compte ici de ce que l'on ressent à l'intérieur de ces engins. Ces fondus du volant prennent des risques insensés juste pour le plaisir. Mais si les pilotes prennent des risques, les photographes aussi. On n'est jamais à l'abri de ces engins ou d'un pneu qui se détache. Ici, par exemple, le caméraman est obligé de partir en courant et il en laisse tomber sa caméra. Enfin, le top du top, l'épreuve finale. Le but, traverser un plan d'eau sans couler. C'est le principe de l'aquaplaning, bloquer les roues pour glisser sur l'eau. Là, on n'a pas le choix, soit ça passe, soit on se mouille vraiment. Pour participer à ce genre de course, il faut ne pas avoir froid aux yeux, ne pas avoir peur de se salir, ni de se jeter à l'eau. Partir pour un univers un peu moins bruyant, pétaradant. Carole, vous savez que les responsables de zoo sont toujours très fiers d'annoncer une naissance chez un de leurs pensionnaires. C'est une grande partie de leur travail en fait, parce qu'ils protègent l'espèce. Donc aujourd'hui, ils interviennent de plus en plus tôt dans le processus de création. Ils donnent un petit coup de main à la nature. Alors c'est pas toujours du goût des femelles et pas du goût de cette maman crocodile dont on veut prendre les œufs. Nous partons en Australie. Nous sommes en Australie, dans un parc naturel. Les employés vont tenter une opération très délicate. Récupérer les œufs d'une femelle crocodile pour les faire éclore en toute sécurité. Malheureusement, l'opération ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Les hommes arrivent tout juste à placer un nœud coulant autour de la tête du crocodile, laissant sa puissante mâchoire libre de mordre ce qu'elle veut. L'un des hommes agrippe la corde pour traîner la femelle crocodile hors de son enclos. Mais elle ne se laisse pas faire et se débat violemment en tournant sur elle-même. Puis soudain, elle mord l'un des hommes à la main.
à Luc Fougérolles qui élève des crocodiles en France, dans la Drôme. Donc là, visiblement, on est en Australie, c'est une femelle crocodile porosus qui défend son nid de débris végétaux qui est juste derrière. Ils sont en train d'essayer de l'attraper avec un lasso visiblement, ce qui est une technique pas très recommandable souvent parce que il vaut mieux qu'il y ait une caisse, hop, la femelle tourne sur elle-même. Elle a la gueule grande ouverte, visiblement elle n'est pas contente. Ça c'est une technique très très stressante pour les animaux en tout cas. La femelle a vrillé une façon de se défendre. Généralement dans la nature, les crocodiles emploient cette technique pour arracher des morceaux de viande à leur proie. Les crocodiles sont apparus sur Terre il y a quelques 200 millions d'années. La taille de ces monstres varie de 2 à 6 mètres et leur poids peut approcher la tonne. Pour protéger cette gentille espèce, mieux vaut récupérer les œufs avant éclosion. L'incubation dure chez la femelle crocodile environ 90 jours. Chaque femelle pond en moyenne 20 œufs qu'elle enterre dans le sable. Puis, le bébé croco casse lui-même sa coquille grâce à une protubérance qui apparaît au bout de son nez. Malheureusement, le taux de mortalité prénatale reste élevé chez les crocodiles, ce qui pousse les éleveurs à prendre des risques pour placer les œufs en incubateur. Mais comment faire pour récupérer les œufs sans risquer sa vie? Il aurait mieux valu qu'il soit habitué à une caisse qui aurait été placée dans son enclos, de façon à ce que dès qu'il ait l'habitude, le crocodile puisse rentrer dans la caisse avec des portes à guillotine. C'est une façon beaucoup plus simple, beaucoup moins stressante pour les animaux en tout cas. En Floride, on utilise une toute autre technique. Là, c'est un cow-boy qui tire un alligator de l'eau, donc il le tire vers lui de façon à ce que l'animal n'ait pas de point d'appui. C'est une méthode beaucoup plus facile pour l'attraper. On voit qu'il y a une technique qui est assez forte. Il lui bâillonne la gueule avec un scotch, il lui ferme la gueule. Une fois que l'alligator a la gueule bloquée, il est évidemment beaucoup moins dangereux. On a vu qu'il lui ferme les yeux avec ses pouces, ce qui permet que l'animal n'y voit plus et il soit moins affolé. Mais ce jour-là, en Australie, Dame Crocodile n'était pas d'humeur et ce n'était pas la bonne technique. Je ne voudrais pas que ça se passe comme ça chez moi. Donc cette technique n'est vraiment pas employée, très dangereuse. Pourtant cet animal n'était pas très très grand, il devait faire 2 mètres, 2 mètres 50, une centaine de kilos. Vous voyez que malgré ça, ce sont des animaux qui sont capables d'une force extraordinaire. Et contrairement à ce qu'on peut penser, la sortie préférée des Français, ce n'est pas le zoo, mais c'est le cirque. Les Français ont bien raison. Le cirque, ça s'apprend dans des écoles, ça s'apprend aussi quand on a la chance d'être un enfant de la balle directement sous le chapiteau. Ça s'apprend en tout cas très tôt. Mais tôt, à ce point-là, vous allez le voir, ça ne s'était jamais vu. 12 lions dans une cage et face à eux, un petit garçon de 4 ans, haut comme 3 pommes, avec toute la panoplie du dresseur. Vous voyez, il a le fouet. Et puis, en plus, il n'a absolument pas peur. Il est vrai, Carole, que ce sont des lionceaux qui sont en face de lui et non pas d'énormes lions adultes. Oui, et il vaut mieux parce que d'instinct, les lions évaluent la faiblesse de leur adversaire et un si petit enfant aurait dû finir rapidement entre leurs griffes. Alors, ce sont des images inédites tirées des archives de la Paramount et c'est pour le moment encore un vrai mystère. On ne sait pas qui est ce petit garçon, on ne sait pas non plus qui sont ses parents et comment ils ont pu le laisser entrer dans cette cage avec ces 12 fauves autour de lui. Là, vous allez le voir, même pour jouer, ça peut être dangereux. Voilà donc ce tout jeune dresseur, vous n'en verrez jamais un plus jeune que lui, 4 ans, fier de lui. Si vous avez assisté à un événement extraordinaire, insolite ou hors du commun, si vous avez eu le réflexe de le photographier ou mieux de le filmer, sachez que ces images nous intéressent et vous pouvez nous contacter par le 3615 code TF1. En attendant, on se retrouve après une page de publicité pour la suite de Plein les yeux avec des images toujours inédites et des histoires toujours plus étonnantes et surtout après ça, regardez. Avis de typhon sur un port de Corée du Sud. Prise au piège sur leur cargo, au milieu d'une mer déchaînée, les marins ont 2 solutions, sauter à la mer ou sombrer avec leur bateau. Bûcheron, un métier à haut risque. Pour élaguer un arbre, un professionnel calcule mal son coût et se retrouve catapulté avec sa tronçonneuse, analyse et explication. Aucun cascadeur ne l'avait jamais fait, sauter d'un avion en plein vol dans la mer. Pour une émission de télévision, Jean-Louis Hérola l'a tenté. Il pensait avoir calculé tous les risques, et pourtant... Personne n'aurait osé parier sur un tel départ, ni sur un tel numéro de voltige involontaire. Quand l'imprévu surgit,
en pleine course. Merci d'être avec nous pour cette troisième partie de Plein les yeux, pour regarder ensemble des images inédites, des images vraies, des images extraordinaires, exceptionnelles, des documents pris sur le vif que vous n'auriez jamais dû voir, que nous avons choisi d'analyser et de commenter. Le cauchemar de tous les marins, c'est évidemment le mauvais temps. Dans Plein les yeux, nous avons déjà vu des images de cyclones, de naufrages. Jamais nous n'avons vu d'aussi près les effets d'un typhon, Carole. Oui, Jacques, nous partons en Corée du Sud en pleine tempête où des cargos et leurs équipages sont pris au piège dans une mer déchaînée. Et vous allez le voir, la seule chose à ne pas faire dans ce cas-là, c'est de se jeter à la mer. Un vent de 180 km/h et des vagues de 6 mètres de haut. Ce port en Corée du Sud se situe sur la trajectoire d'un typhon qui ravage tout sur son passage. Les bateaux sont à la merci des vagues qui s'abattent sur leur pont avec une rare violence. Ils sont incontrôlables. Il est trop tard pour prendre en remorque ces navires qui sont carrément, pratiquement échoués sur la jetée. La première opération à tenter, c'est de sauver les marins qui, eux, sont dans une situation particulièrement périlleuse, d'autant plus que les personnes qui sont à l'eau risquent d'être écrasées par la coque contre les enrochements de la jetée. Face au danger de cette mer déchaînée et de ces bateaux en péril, certains marins pris de panique se sont jetés à l'eau. Dans ce cas-là, c'est un très mauvais réflexe de sauter à l'eau, car le marin va se retrouver dans une situation extrêmement périlleuse. On a affaire à quelqu'un qui agit par instinct, comme une personne peut sauter d'une fenêtre d'un immeuble qui est en feu, alors que parfois il est préférable d'attendre l'arrivée des sauveteurs. Entre les monstres d'acier et les rochers, l'homme se débat dans une eau gelée. L'hypothermie menace, il est en danger de mort. Une situation qu'ont vécu de nombreux marins. C'est surtout un vrai cauchemar et surtout on a envie de s'en sortir à tout prix. On ne peut pas lutter contre la mer, on essaie toujours de se tenir à flot, de rester dessus. Dans ces moments-là, on a le froid, on commence à plus avoir les mêmes moyens. Et c'est sûr que c'est pas toujours très facile à gérer dans des conditions comme ça. Seul recours, seul espoir, se diriger vers les sauveteurs. L'homme finira par atteindre la berge. Exténué et terrorisé, il s'en sortira avec quelques contusions et une grosse frayeur. Quant aux autres hommes d'équipage, ils seront élitreillés, puis ramenés au sol, sains et saufs. Au total, 42 bateaux firent naufrage lors de ce typhon. Tout à l'heure, nous évoquions les métiers difficiles à exercer en altitude. En tout cas, il y en a un qu'on a failli oublier, c'est celui de bûcheron. Et oui, ils sont, je crois, 7000 à peu près en France. Ils ne font pas que scier les arbres dans les forêts. Parfois, ils sont obligés aussi de faire les voltigeurs pour aller élaguer. Et vous allez voir, ça peut être dangereux. Une journée de travail comme une autre pour Stuart Vick, bûcheron professionnel. Perché au sommet d'un arbre, il commence à scier une branche avec sa tronçonneuse quand soudain... Projeté avec violence, l'homme a lâché sa tronçonneuse. Il reste suspendu la tête en bas. S'il tombe, c'est de 15 mètres, la hauteur d'un immeuble de 4 étages. Stuart Vick a été engagé par Jessica Nelson car les branches d'un arbre menaçaient de s'écraser sur le toit de sa maison. Elle décide de filmer toute la scène. J'ai filmé parce que nous avions peur des dégâts que cela aurait pu provoquer si jamais cela tombait sur notre maison. Au départ, tout se passe bien. Stuart se met au travail. Pour éviter que la branche ne tombe sur la maison, il l'attache solidement avec une corde. Lui-même est arrimé au tronc par une corde de sécurité. Puis il commence à scier avec une tronçonneuse. Mais cette fois, c'est l'arbre qui est le plus fort et la corde pas assez solide. C'est tombé, ça a rebondi plusieurs fois et ça a cassé net. C'était tout simplement comme une catapulte. Quand ça s'est cassé, je suis parti en l'air. Je m'attendais à percuter le tronc d'arbre, je volais de haut en bas et d'avant en arrière. Je voulais essayer de me retenir pour ne pas le percuter. Stuart a accumulé les erreurs. La branche était trop lourde, il aurait dû d'abord l'élaguer et surtout, il n'aurait pas dû l'attacher avec une corde. Quand la corde a été en tension, le poids de la branche était beaucoup plus lourd que la corde pouvait soutenir. Et quand la corde a cassé, c'est ça qu'a fait le système de ressort et qu'a projeté le bûcheron en arrière.
Parce qu'on ne peut pas retenir une branche à peu près comme ça de 1000 à 1500 kilos avec une petite corde, avec l'élan qu'elle a. La corde casse, il se fait projeter, il cogne un petit peu là, la corde s'entoure autour de la branche. C'est ce qui le sauve, autrement il serait venu carrément taper dans l'arbre à côté. J'étais sidérée de constater qu'il était toujours en vie. Je pensais qu'il s'était cassé le cou. Tout volait, sa tronçonneuse continuait à tourner au sol. J'étais vraiment inquiète pour lui. Une coupure et une épaule abîmée, Stuart s'en sort plutôt bien. Mais il n'oubliera jamais ce vol plané imprévu. Et notez, Carole, pourquoi la propriétaire de la maison a filmé, simplement pour pouvoir éventuellement faire un procès. Les Américains sont quand même ils ont cette maladie-là, fous des procès. Hein. Bon, les 2 et 3 août prochains, si vous n'avez rien à faire pendant vos vacances, rendez-vous à Villers-Robert dans le Jura. Cette ville organise chaque année un concours de bûcheronnage qui vaut le détour. C'est très impressionnant. On participe alors. Oui, il y a des femmes aussi qui participent, Jacques. À la télévision ou à la radio, on a l'habitude de vivre en direct l'arrivée du tiercé parce que l'arrivée c'est important, parce que c'est là qu'on sait si on gagne ou si on perd. Et pourtant, le départ est souvent lui aussi très très important. Oui, il est parfois plus spectaculaire que l'arrivée. L'incident que vous allez voir ne s'était jamais produit, il est exceptionnel et nous aurions bien aimé avoir le commentaire de Léon Zitrone sur cette image. Placé ou gagnant, même à 100 contre 1, qui aurait parié sur un tel départ? La course se dispute sur l'hippodrome du Kentucky. Les jockeys sont tous américains. Imaginez tous les chevaux à l'intérieur des boîtes, prêts à bondir. L'ouverture va se faire dans une fraction de seconde. Ils vont tous sortir en même temps et atteindre très rapidement le maximum de leur vitesse. C'est un événement absolument exceptionnel, mais qui est tout à fait inhérent à un système de boîte qui n'est absolument pas le même que celui que nous avons ici. Il semble qu'il y ait 2 ouvertures, une haute et une basse. L'ouverture haute s'ouvre avant l'ouverture basse, ce qui a provoqué la chute en avant de tous les jockeys. Ce type de course n'existe pas en France. Ce sont des courses de 400 mètres qui n'ont lieu qu'aux États-Unis avec une race de chevaux spéciaux qui sont entraînés pour ça, qui sont des vraies bombes. Lorsque les portes s'ouvrent, ils sont déjà lancés à pleine vitesse, ils anticipent l'ouverture des boîtes. Le départ a une importance primordiale. Si on peut gagner un dixième de seconde et 2-3 mètres en sortant des boîtes, on a déjà gagné la course. Finalement, sur les 10 partants, un seul terminera la course. Que prévoit alors le règlement? Vu l'état des chevaux et des jockeys dans un cas aussi exceptionnel que celui-ci, la course est tout simplement annulée. Autre champ de course, autre distance, autre aventure équestre. Nous sommes à Melbourne, en Australie, pour une scène digne des plus grands films de cascade. Le jockey tombe, gêne son voisin qui va tomber et au dernier moment il se rattrape, il se retrouve à côté du cheval, il l'enjambe et remonte dessus. C'est un numéro de haute voltige, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. En 30 ans de carrière, j'en ai vu pourtant, mais là, un numéro comme celui-là, jamais. La prouesse de ce cavalier est réussie à 70 km/h. L'acrobate jockey disputait là l'une de ses premières courses, il ne l'oubliera jamais. J'ai juste essayé d'agripper la selle avec mes mains, et puis j'ai sauté dessus. Finalement, le jockey a été déclassé. Mais qu'il se console, sa voltige restera gravée à jamais dans les annales des courses. Vraiment, il a une souplesse extraordinaire, un sens de l'équilibre absolument extraordinaire. Et là, je le féliciterai, je lui tirerai mon chapeau. Aux États-Unis, à cause des inondations, on trouve des canaux d'évacuation d'eau en grand nombre. Ils servent à réguler le cours des rivières, mais ils peuvent être parfois dangereux, n'est-ce pas, Jacques? Oui, surtout que les enfants aiment bien jouer dans ces endroits. Le niveau de l'eau peut monter brutalement et violemment. Et puis parfois aussi, les enfants risquent de glisser sur les rives pentues. Et c'est justement ce qui s'est produit avec ce petit garçon qui a eu vraiment beaucoup de chance. Chris, un petit garçon de 9 ans, lutte depuis plusieurs minutes contre la noyade. C'est bon, John. Quelques minutes plus tôt, 2 officiers de police ont sauté à sa rescousse, mais leur tentative a échoué. Ils se sont retrouvés à leur tour pris au piège, accrochés les uns aux autres. Hé, par là, par là. C'est plus rapide. C'est seulement un pont, un petit pont, là-bas. C'est de l'autre côté de la rivière, juste là. Le courant est tel qu'il risque de lâcher prise à tout moment. Un plongeur a été appelé en renfort. Chris est à bout de force. Ses efforts pour se cramponner au sauveteur l'épuisent.
Il y a urgence. Il ne va plus tenir très longtemps et les sauveteurs eux-mêmes ont du mal à le maintenir hors de l'eau. D'ailleurs, eux aussi sont prêts à lâcher prise. L'un des policiers décide alors de lui retirer son pantalon pour atténuer la force du courant. Heureusement, le plan de sauvetage se met en place. Le plongeur s'équipe. Il va d'abord lancer une première corde à l'enfant pour ne pas le perdre, quoi qu'il arrive. Les policiers lui glissent la corde autour de la taille. Sur la rive, on va mettre en place une échelle pour récupérer Chris. C'est maintenant une question de secondes. Le plongeur s'approche, mais au moment où il atteint le rocher, il va être à son tour violemment entraîné par le courant. Vas-y, vas-y, tiens bon, tiens bon. Tiens-toi, tiens-toi, donnez du mou. Allez-y, mollo. Finalement, ils ne seront pas trop de 3 pour sangler le jeune garçon. Le sauvetage est presque réussi. Dans l'action, et parce que la paroi est rendue glissante par la pluie, Chris perd une chaussure. Mais il reste bien accroché à sa corde jusqu'à ce qu'il ait enfin regagné la terre ferme et qu'il soit en sécurité. Il est aussitôt réconforté et séché par les secouristes. Mais il reste à sauver les sauveteurs eux-mêmes. Infatigable, le plongeur repart à la tâche. Mission accomplie, les policiers se félicitent du succès de leur intervention. Quant au jeune Chris, ces 40 minutes d'angoisse, il ne les oubliera jamais. Heureusement que tout est bien qui finit bien, Jacques, pour ce petit garçon. Ce qui est toujours le cas dans Plein les yeux, je le rappelle. Bon, ce qui est difficile à faire pour secourir un enfant, on vient de le voir, l'est encore plus curieusement lorsqu'il s'agit d'un jeune animal sauvage qui se débat. En tout cas, c'est plus compliqué pour les sauveteurs. Cette biche a voulu voir du pays et ça ne lui a visiblement pas réussi. Prise au piège dans un canal d'évacuation d'eau usée, elle risque de s'épuiser et de se noyer si personne ne vient l'aider. Les rives en ciment sont trop raides et trop glissantes pour qu'elle puisse remonter seule. Quelqu'un a prévenu les secours, mais comment la sortir de ce piège? Apeurée, elle ne facilite pas la tâche des sauveteurs. Allez, ma grande. Mais rien n'y fait, tous les moyens sont mis en œuvre. L'un des secouristes s'empare d'une lance à incendie et arrose la biche afin de la pousser vers l'autre rive où le reste de l'équipe l'attend avec des cordages. Maintiens-la le plus bas possible. Place-toi à côté d'elle et là, lance-la au-dessus de sa tête. Très facile. L'arrivée des maîtres nageurs du parc national va débloquer la situation. Ok, tiens-la bien. Mais la biche effrayée échappe au cordage et s'enfuit de plus belle. Les sauveteurs l'encerclent et finissent par lui passer une corde autour du cou pour la tirer vers le rivage. Je l'ai, va là-bas, vite. Mais la lutte n'est pas terminée. Remonte là, maintiens sa tête hors de l'eau. Comment vont-ils réussir à la ramener sur la terre ferme? Elle rue et se débat et les sauveteurs ont peur de la blesser. Le sauvetage est un peu brutal, mais c'est le seul moyen de la sortir de là. Apeurée, exténuée mais vivante, la biche repartira finalement vers de nouvelles aventures. La devise du cascadeur que vous allez voir maintenant est simple, on peut la résumer comme ça. Une cascade est réussie si à l'arrivée on est vivant. Ça vous donne une idée du mental de cet homme-là. Ça paraît une évidence, mais en tentant l'exploit que vous allez voir maintenant, Jean-Louis Hérola avait 9 chances sur 10 de se blesser. Il le savait et il l'a tenté quand même. 3 août 1976, aérodrome de Caen, Carte-Piquet en Normandie. Nicole, une parachutiste amateur, s'apprête à effectuer un saut. Mais elle reste accrochée à l'avion qui la maintient prisonnière à 1200 mètres d'altitude. Comment l'en sortir? Unique solution, mais elle est très risquée, larguer Nicole dans la mer. Mais on est à 130 km/h et à 15 mètres au-dessus de l'eau.
Nicole s'en sortira indemne. À l'époque, la scène n'a pas été filmée. Si vous pouvez voir ces images aujourd'hui, c'est qu'elles ont été reconstituées pour les besoins de l'émission de télévision La Nuit des Héros. Jean-Louis Rolla, cascadeur. C'est ce cascadeur qui a été chargé 10 ans plus tard de reconstituer l'aventure de Nicole. Oui, mais voilà, ce qui n'était pas prévu au scénario et ce que les téléspectateurs n'ont jamais su, c'est que pour la doublure, cela ne s'est pas passé du tout comme dans la réalité. La cascade était risquée. Et au moment du ricochet, bien sûr, on s'aperçoit qu'il y a eu un pépin, qu'il y a un accident, puisque dans la réalité, l'opération ne s'était pas passée de cette façon. La victime n'avait pas justement eu cet phénomène de ricochet. Et pourtant, même hauteur, même vitesse, tout était minuté, millimétré, mais le cascadeur s'est mal réceptionné. Je suis pas rentré dans l'eau en fait. J'ai tapé, j'ai rebondi, donc c'est là où, au premier impact, j'ai été carrément sonné, quoi. Ça fait mal, ça fait hyper mal, quoi. Ah, vous criez papa, maman. Hein. Enfin, vous le dites pas, mais il vaut mieux tomber dans les pommes, quoi. Le choc a été terrible. Il faut dire qu'à cette vitesse, l'eau c'est du béton. Les pompiers présents pour la reconstitution interviendront comme prévu. Mais ils ne s'attendaient pas à secourir un blessé victime d'une double fracture lombaire et d'une épaule cassée. Pour une fois, la fiction a dépassé la réalité, mais au fait, Jean-Louis Rolla avait-il bien mesuré les risques ? C'est des cascades qu'on ne peut pas s'en sortir sans rien, quoi, sans se faire mal, quoi. C'est trop violent, quoi, à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont tombés de la Tour Eiffel qui n'ont rien eu. Et puis elle est tombée de l'avion, ben c'est pas fait mal. Bon, moi j'ai risqué. Bon, je savais que j'avais de fortes chances de me faire mal. Mais bon, ben, c'était pas grand-chose en fait, ce que j'ai eu par rapport à ce que j'aurais pu avoir, quoi. Car voilà, cette cascade très risquée, il l'a effectuée alors que tout le monde l'en dissuadait. J'ai été contacté pour cette cascade pour la faire d'un hélicoptère. Moi, j'ai dit que j'étais OK de la faire, mais si c'était d'un avion, parce que c'est vrai que d'un hélicoptère, c'est beaucoup moins dangereux. Mais en fait, vu qu'une personne l'avait déjà fait en réel, moi, en tant que cascadeur, je pensais que je pouvais la faire. Donc au départ, ils ne voulaient pas. Bon, j'ai insisté. C'est vrai que beaucoup de personnes me l'ont conseillé, mais j'avais envie de la faire. La faire à tout prix, pour la gloire, pour être le premier à réussir cette cascade, il a failli y laisser la vie. Après une courte convalescence, il s'est remis à la tâche. Depuis, il a réalisé près de 200 cascades. Actuellement, il double à Paris Robert De Niro. Récemment, il a été décoré par les maîtres cascadeurs, ses pairs. Une belle récompense. Et il en veut toujours plus, ce cascadeur, parce qu'il veut tenter ce qu'aucun cascadeur n'a jamais réussi jusqu'à présent, c'est sauter sans parachute et en récupérer un en l'air. Vous imaginez ? Sans vous. Et puis moi, je ne vous autorise pas à y aller. Aucun risque. Aujourd'hui, les réalisateurs de cinéma n'hésitent plus à tourner des publicités. C'est même un exercice qui leur plaît. Et il y en a beaucoup qui sont passés par là. On pense à Gérard Jugnot, Valérie Lemercier, Alain Chabat, Étienne Chatiliez, enfin, tous ces gens-là. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les techniques d'animation ou d'image virtuelle, comme on dit, nous en mettent littéralement plein les yeux. Nous partons dans les coulisses du tournage d'une publicité pour une marque de voiture qu'on ne citera pas et qui met en scène des poupées mannequins. 1 million de dollars, soit 5 millions de francs, c'est le prix de cette publicité qui a étonné l'Amérique. Elle a été conçue grâce à une technique sophistiquée, l'animation image par image. Elle permet de soigner les petits détails qui font la différence, comme les expressions des personnages. À un moment, on voit le reflet du miroir sur son front quand Nick s'admire dans le rétroviseur. C'est ce genre de détails qui le rendent si sympa. Pour les accessoires, nous utilisons tout ce qui nous passe sous la main. La ceinture, par exemple, a été faite avec un lacet de chaussure. 8 moules différents ont été nécessaires pour rendre toutes les expressions de Nick, le héros du spot. Et la scène où il sillonne la maison a été tournée dans un décor grandeur réelle, construit dans un hangar d'aéroport. Attention, le chat, lui, est un vrai, mais c'est bien le seul. Et si pour ce spot, le temps de tournage a été multiplié par 2, c'est qu'il a demandé un travail exceptionnel. Pour une seconde de film, 24 images différentes sont nécessaires. Et il faut changer d'1 millimètre à chaque prise la position des figurines pour qu'on ait l'impression qu'elles bougent vraiment. Avant de tourner les images, elles doivent être dessinées sur un storyboard qui raconte l'histoire du spot. Ici, on peut voir l'évolution du personnage. Au début, on avait pensé à une sorte de militaire, puis on l'a transformé en Indiana Jones des villes.
Les baguettes qui permettent de faire bouger les personnages sont ensuite effacées à l'ordinateur. Le résultat est étonnant. Nick est plutôt caricatural, mais une chose est sûre, il a une belle voiture. Et dans ce monde de poupées mannequins, c'est ce qui marche avec les filles. Surprenant, inédit, étonnant, extraordinaire. Tous ces documents sont en votre possession. N'hésitez pas à nous contacter par Minitel au 3615 code TF1. Dans un instant, la 4e partie de Plein les yeux, tout de suite après la pub. Une course de scooter des neiges au Canada. Ce jour-là, les pilotes prennent tous les risques. L'un des concurrents n'avait pas prévu d'où viendrait le danger. Une invasion de souris, un cauchemar pour les fermiers mais aussi pour tous les habitants de cette région d'Australie. Elles sont partout, dans les champs, les villes, les maisons et jusque dans les cuisines. Une cour d'assises prise en otage. C'était en 1985 à Nantes. 1 jour et demi d'angoisse. Pour Plein les yeux, ceux qui l'ont vécu racontent. Ce jour-là, le spectacle n'était pas sur le terrain, mais dans les loges. Pendant un match de baseball, un couple très inspiré va détourner l'attention de milliers de spectateurs. Quatrième partie de Plein les yeux. Depuis le début de cette émission, nous vous faisons découvrir des images que vous n'auriez jamais dû voir. Et pour vous, des caméramens, des vidéastes amateurs, on saisit sur le vif des moments uniques que nous avons eu envie de vous faire partager. Voilà, en France, le motoneige est principalement utilisé pour la randonnée, aussi pour les secours. Au Canada, c'est un petit peu différent parce que d'abord, c'est un moyen de locomotion l'hiver, on le comprend bien, mais c'est aussi un sport à part entière. Et les plus mordus de ce genre de sport participent à toutes sortes d'épreuves qui ressemblent un peu à du cross et de l'acrobatie pure. En tout cas, dans ce genre de compétition, il vaut mieux pouvoir regarder devant, derrière et en l'air en même temps. Regardez bien cette image. Le danger va venir du ciel et pourtant, il ne s'agit ni d'un avion, ni d'un ovni. Nous sommes dans le Grand Nord américain. Sur la ligne de départ, 10 scooters des neiges spécialement préparés pour une compétition unique en son genre. Là, ce sont les Extreme Games aux États-Unis. C'est complètement comparable à ce qui se fait en motocross, en supercross, indoor ou outdoor. Départ en ligne, premier à l'arrivée, des whoops, des bosses, des virages. Ils se doublent, ils se redoublent, etc. Donc c'est extrêmement spectaculaire. En même temps, ça peut être extrêmement dangereux. Et c'est assez chaud, c'est même terriblement chaud parce que... oula! Alors ça, j'ai jamais vu cette image, c'est très impressionnant. Il passe en fait carrément au-dessus de son adversaire. Son adversaire a dû arriver moins vite, lui beaucoup plus vite. Il a dû vouloir passer 2 bosses d'un seul coup et en fait, il lui tape carrément sur la tête. Prendre 300 kilos sur la tête à 120 km/h et s'en sortir avec un simple bras cassé relève du miracle. Jason Jones est passé à 1 mm de la catastrophe. Explication. Ah là, le pilote, il a eu une chance énormissime, je dirais, lui, parce qu'en fait, la moto arrivait en ligne, donc il a été, je dirais, effleuré par la chenille, alors qu'il aurait pu être carrément heurté de manière très importante par un des patins de ski, par éventuellement un des triangles de suspension ou de direction. Imaginez cette pièce qu'ils prennent ici, c'est l'horreur. Niveau sécurité, ils sont hors limite, hein, c'est-à-dire que tous les coups sont permis, ils se livrent totalement. Visiblement, les collisions sont courantes, ils jouent des coudes pour passer, ils sont à fond. À fond, justement, c'est ce que refuse la Fédération des sports de glace. En France, le scooter des neiges est autorisé, mais son usage est strictement réglementé. Quant à cette discipline de l'extrême, elle est jusqu'à présent totalement interdite dans l'Hexagone. Autre variante de ce qu'on peut faire avec un scooter des neiges, c'est le ski nautique. Enfin, pardon, le scooter des neiges nautique. Un scooter des neiges est normalement prévu pour glisser sur la neige. Mais à Yellow Lake, dans le Wisconsin, on pense sans doute que c'est trop facile. Quelques fanas de motoneige ont donc décidé de pratiquer le scooter des neiges sur l'eau. Le but, prendre assez d'élan pour traverser le plan d'eau et atteindre l'autre rive sans couler. Car il est bon de rappeler ici qu'un scooter des neiges n'est pas conçu pour flotter. Pour certains, c'est un jeu d'enfants et les concurrents rivalisent d'adresse pour épater les spectateurs assemblés sur les rives. Pourtant, malgré le nombre de gens attirés chaque année par ces compétitions, aucun sponsor accepte de les cautionner. Ces courses sauvages ne sont absolument pas réglementées et elles présentent de nombreux dangers. Ce qui va suivre
en est un exemple. Les deux scooters se sont percutés à plus de 80 km/h. Le choc a été terrible et totalement imprévu. Sur ces images, on voit le pilote accidenté, Roy Janssen, très détendu. Il fait quelques acrobaties pour épater la galerie sans son casque. Je venais à peine de quitter la rive. Je voyais tous ces scooters qui fonçaient dans tous les sens pour venir se projeter sur la terre ferme. Alors j'attendais que ça se calme un peu. Je me tenais prêt, debout sur mon engin, à me faufiler dès qu'ils auraient dégagé un peu le terrain. Mais au moment où je suis sorti, d'autres motoneiges sont arrivés. Et j'ai pris mon virage au moment même où un autre mec arrivait en face. On s'est rentré dedans et j'ai fait un vol plané au-dessus de lui. Et comme la course n'est pas du tout réglementée, elle n'a pas été interrompue après l'accident. Un autre concurrent arrive à toute allure et évite de justesse les deux pilotes accidentés. Heureusement, ils s'en tireront sans blessure grave. Quand on est dans l'eau, c'est vraiment la bagarre générale. Il y a tellement de bécanes qui vont et qui viennent. Il y avait je ne sais combien de scooters par-dessus le mien. Avant d'y aller, je savais que c'était dangereux, mais il faut juste faire un peu gaffe, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais on s'éclate vraiment, c'est génial. Il n'existe aucune de ces courses en France, Jacques. Bon, tant mieux. Après les invasions de sauterelles en Afrique qui font des ravages. Ah oui, après les invasions de crabes sur l'île Christmas, on avait vu ça dans la première émission de Plein les yeux, il y en avait 700 mètres carrés, je me souviens. Voici ce que vous n'auriez même pas osé imaginer dans vos pires cauchemars, des millions de souris tout autour de vous. Queensland, en Australie, le pays de tous les dangers. Une région tranquille, jusqu'à ce qu'elle soit un jour littéralement envahie par de curieux locataires, des souris. La sécheresse a provoqué cette calamité. Elles sont des millions à s'être installées dans cette région et prolifèrent à une vitesse vertigineuse. Pour les fermiers de la région, c'est un enfer au quotidien. Elles sont partout et même là où on n'imagine pas qu'elles puissent se glisser. Ils ont installé des pièges à eau, mais l'invasion est telle que ça n'a servi à rien, ou presque. Normalement, on aurait dû faire la récolte dans les semaines qui viennent, mais les souris ont bouffé toutes les graines. Rien ne résiste à cette armée grouillante aux dents acérées. Elles dévastent tout sur leur passage, grignotent les provisions dans les cuisines, ravagent les récoltes. Malheureusement, le fléau progresse et la solution est difficile à trouver car on ne peut pas se débarrasser des souris sans mettre la population humaine et animale en danger. Le centre-ville n'est pas non plus épargné. C'est un véritable enfer. Elles sont dans la chambre, dans la salle de bain. C'est courant d'en voir 10 à la fois. Il y en a derrière la cuisinière, au-dessus de l'évier, le long des murs. Tout à l'heure, lorsque j'étais assise, j'en avais une qui courait sur mon pied. À ce jour, aucun spécialiste n'a trouvé de remède contre cette invasion et dans toute l'Australie, les souris courent toujours. Oh, et même dans les robinetteries. Bon, est-ce que vous savez ce que c'est que l'ascension synchronisée, Jacques? Évidemment. Alors, j'écoute. On grimpe et on met un pied devant l'autre. Non, dites-moi la vraie définition. Bon, c'est vrai, c'est pas tout à fait ça. C'est un mélange d'alpinisme et de danse. Alors, une troupe américaine s'est spécialisée dans ce genre de ballet. Alors, pas de tutu, évidemment, pas de pointe, mais un baudrier et une corde bien solide. Le résultat est très planant et vous allez voir, c'est très beau à regarder. Nous sommes en Californie. La compagnie de danse américaine Project Bandaloop exécute un ballet sur falaise, une discipline très particulière, pratiquement inconnue en France. On appelle ça danse verticale, danse escalade, danse aérienne, théâtre acrobatique. Bon, voilà, chaque compagnie a un peu sa dénomination. Mais la caractéristique, c'est que ça se passe en hauteur. C'est une compagnie de danse qui combine l'escalade de rocher, toutes les techniques de l'escalade, cordes, harnais et la danse. Là, on voit bien les accroches dorsales avec la corde qui sont du matériel d'escalade. Au bout de la corde, là, on met une voiture au bout, hein, donc il n'y a absolument aucun danger dans tout ce qu'ils font. Là, ce mouvement-là demande beaucoup de tonicité parce que on a le corps pris au niveau du ventre, là. Donc ça demande une tonicité du bout des pieds jusqu'au sommet de la tête. Ils ne travaillent que sur le plan horizontal
en altitude bien sûr, mais il n'y a pas du tout de travail sur la verticale. Chaque corde est individualisée et chaque corde a son propre point d'accroche sur la paroi en hauteur. Et que ressentirait une danseuse étoile suspendue au bout d'une corde? Je serais morte de trouille, je crois. J'ai vraiment le vertige. Vous savez déjà, nous quand on fait des portées, on a des portées à bout de bras avec le partenaire, avec le garçon. Et c'est vrai que des fois quand on est tout en haut, déjà, quand on doit se retourner et faire différentes figures, déjà c'est impressionnant. Alors dans les airs, franchement, je les admire, bravo. Alors là, le saut, alors ça, tout ce genre de saut, on en rêve, quand on rêve qu'on danse, on s'imagine comme ça, c'est-à-dire on prend un appel, on saute et on atterrit que 5 minutes plus tard. En réalité, ça se passe pas comme ça. Donc en fait, ils se font bien plaisir et c'est une manière de défier la danse classique, la danse contemporaine d'ailleurs, qui vous rappelle toujours au sol. Ça nous fait un petit pied de nez quand même, les danseurs, on travaille vraiment tous les jours, on essaye de défier, de s'envoler le plus haut possible et eux, c'est vrai qu'ils le font, ils ne font que ça, être en équilibre, en apesanteur et vraiment ça fait rêver. C'est beau. Oui, c'est vrai qu'en plus, on doit vraiment avoir l'impression de voler. Hein. Oui. Alors, Carole, si aujourd'hui on n'entre plus aussi facilement qu'avant dans un palais de justice, c'est à la suite d'un certain nombre d'incidents et surtout de tentatives de prise d'otages. On se souvient de Besse, Villequet, Messrine. Et certaines de ces tentatives de prise d'otages ont failli mal tourner. Oui, ce fut le cas lors de la prise d'otage de Nantes. Elle est mémorable. Oui, elle a fait date, on peut le dire. Et le 18 décembre 1985, Georges Courtois, qui est un détenu multirécidiviste, et 2 de ses complices vont prendre en otage pendant 36 heures toute une cour d'assises. Il a même exigé la présence des caméras à l'intérieur du tribunal. Plein les yeux à retrouver ces images. Vous vous souvenez sans doute de ces images. C'était en 1985 au palais de justice de Nantes. Georges Courtois et ses 2 complices prenaient en otage la cour d'assises. Plein les yeux à retrouver des documents inédits de cet événement. Comme ce moment où Georges Courtois, en tirant en l'air, touche l'objectif d'une caméra. Retour en arrière. Si du mal doit être fait à quelqu'un, si quelqu'un doit être exécuté 2, 3, 4, 5 ou qu'on doit faire sauter les grenades, soyez bien persuadés que vous le devrez uniquement aux forces de l'ordre. Hein. La moindre tentative d'intervention de la police sera suivie d'une sanction immédiate. Si vous pouvez voir ces images, c'est que Georges Courtois lui-même avait convoqué une équipe de télévision. Avec son complice, ils sont jugés pour un braquage de banque. Soudain, pendant l'audience, un autre complice pénètre dans le tribunal. Il menace alors 34 personnes, parmi elles, Daniel Seité, journaliste. Pendant les 5 premières minutes, on entend un coup de feu, 2, 3. On comprend tout de suite ce que c'est bizarre. C'est pourtant un bruit que j'ai pas l'habitude d'entendre, mais on comprend tout de suite ce que c'est. Et puis, on se cache, on sait qu'il va se passer quelque chose. Et là, vraiment, on a eu peur parce que j'ai levé la tête et quand j'ai vu avec une grenade à la main, un pistolet dans l'aude, menaçant le juge Bellache, j'avoue que vraiment, oui, on avait vraiment très très peur. C'est monsieur il est rentré en fait par derrière les fauteuils qu'on voit là. Donc il est apparu derrière la cour, il n'est pas rentré dans la salle. Donc il faisait face à la police et tout. Ce qui était quand même, bon, assez intéressant comme position. En fait, on s'est retrouvé maître de la cour d'assises assez facilement, quoi. Un petit peu en dehors de nos prévisions. On avait peur qu'ils essayent de nous sortir, qu'ils ouvrent le feu. Enfin bref, c'était quand même assez incroyable, quoi. Dans la salle, le président de la cour, le substitut du procureur, 9 jurés et des journalistes. Le silence est lourd. Des étudiants en droit assistaient également au procès. Tout le monde est pétrifié par la peur. Nous sommes des gens qui ne reculons jamais. Il faut bien se dire ça. Les revendications de Courtois et de ses complices sont claires et sans appel. Ils veulent une voiture garée devant le palais de justice pour fuir et échapper aux années de prison qui les attendent. Au début de la prise d'otage, c'est vraiment l'angoisse permanente parce qu'on s'aperçoit que le pistolet qu'il a, c'est vraiment un pistolet très puissant. Et surtout, les grenades, il y a eu des grenades, mais Courtois aussi en a eu à d'autres moments dans la main. Et notre grosse angoisse, notre grosse peur, enfin ma grosse peur, c'était de les voir sauter d'estrade en estrade avec une grenade dégoupillée à la main.
Très rapidement, la police cerne le palais de justice. Les hommes du raid, basés à Paris, sont appelés à la rescousse. Pour cette affaire d'une extrême gravité, celui qui sera chargé de négocier avec Courtois, c'est Robert Broussard, le super flic. Négociation délicate, des dizaines de vies sont en jeu. Son expérience peut peut-être débloquer la situation. Quand ils sont arrivés, les premières choses que l'on a vues, c'est des gens qui circulaient sur les toits, c'est-à-dire avec des armes et à travers les verrières. Et ça a été un petit peu l'angoisse à ce moment-là, parce que nous avions peur qu'ils prennent une décision un peu rapide en tentant d'abattre les preneurs d'otages et que notre vie à ce moment-là aurait été en danger. Alors la première précaution qu'on prend, c'est qu'ils ne nous voient jamais tous les trois en même temps. Parce que le problème de M. Broussard était en fait de nous abattre tous les trois en même temps, bien entendu. Mais l'autre problème qu'il avait, c'était qu'on avait des grenades défensives et que le fait d'abattre quelqu'un, la grenade tombait, quoi. Et on était au milieu des gens. Donc c'était exclu. Puisqu'il ne peut employer les armes, c'est sur le terrain psychologique que le commissaire Broussard va attaquer. La négociation est essentiellement fonction de la personnalité du preneur d'otages. Il faut savoir s'il est irascible, s'il est calme, s'il est réfléchi. Donc il y a d'abord une analyse approfondie qui est faite avec des personnes compétentes, psychologues, psychiatres. L'issue ne doit pas faire de doute. Force doit rester à la loi. Il est exclu que on puisse négocier quelque chose. On peut négocier des aménagements, mais au fond, il n'y a rien à négocier. Broussard, il a fait comme il a fait probablement avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il joue d'égal à égal, quoi. Alors il essaye de vous faire mousser un petit peu, forcément. Il dit, tu sais, si je suis là, c'est que bon, t'es quelqu'un de sérieux, machin. Bon, il tient son discours habituel, il flatte un petit peu les gens. Et puis, mais bon, je crois que sa problématique à lui, c'est d'essayer de faire oublier à son interlocuteur qu'il est là pour le serrer, quoi. Lui, il n'a pas le problème du temps, quoi. Lui, il va dormir, hein. Il va manger, hein. Nous, on ne mange pas, on ne dort pas. Au fil des heures, Georges Courtois libère les otages. Les derniers captifs demeurent son meilleur bouclier. Moi, je voudrais que la police mette le car à notre disposition, qu'on puisse sortir, c'est tout, parce que c'est uniquement la police qui nous retient ici. Alors là, c'est typique. Courtois est en train de créer ce qui va sûrement exister, parce que ça existe toujours, le syndrome de Stockholm. À un moment, les otages, quelle que soit leur capacité intellectuelle, pensent à leur peau et c'est normal, et disent surtout que les forces de l'ordre n'interviennent pas, et tout préparatif d'intervention visible déclenche une réaction d'hostilité. Après 33 heures de négociation, il ne reste plus que 4 otages. Le 19 décembre à 14 h, Courtois obtient enfin un véhicule. Il sort le premier du palais de justice, enchaîné au président de la cour d'assises. Mais bien qu'il semble avoir obtenu ce qu'il voulait, Georges Courtois tire en l'air. J'ai tiré un petit peu pour que les journalistes s'en aillent, quoi. Que tous les gens qui sont entre nous et la voiture s'en aillent. Une seule direction pour Courtois et ses comparses, l'aéroport. Le problème était qu'il fallait se barrer à où, quoi. Quand on est arrivé, je sais pas, on a trouvé 200 poulets sur les toits de l'aéroport, sur les bâtiments, avec des fusils à lunettes. Enfin, il n'y avait que nous et eux, quoi. Il n'y avait personne, pas d'avion, rien. Dans l'impasse, cernée de toutes parts, la bande à Courtois finira par se rendre. Au total, la prise d'otage aura duré 1 jour et demi. Courtois a été condamné à 20 ans de prison. Bénéficiant d'une remise de peine, il est sorti l'an dernier. Il, lui, est toujours incarcéré. Quant à il a été libéré mais condamné à nouveau peu de temps après pour une autre affaire. Regardez bien le sujet qui va suivre. Un homme va se faire casser une pile de briques sur la tête. À vous de deviner s'il y a un truc ou pas. On se retrouve pour la réponse après le reportage. À San Francisco, le public est venu assister à un vrai casse-tête chinois. Ce maître en arts martiaux va faire une démonstration de ses pouvoirs de méditation. Il affirme que grâce à sa concentration exceptionnelle, il va supporter qu'on lui casse un tas de briques sur la tête avec une masse. Aidé par ses acolytes, le maître chinois se prépare. Comme vous le voyez sur ces images, il ne recule devant rien. Ses assistants entassent les briques consciencieusement. Attention, c'est parti. Tout le monde retient sa respiration. Et voilà, encore un petit coup pour voir.
Son secret, bien entendu, il refuse de le révéler. Une chose est sûre, en tout cas, il a la tête dure. Alors, ce qu'on vient de voir, Carole, s'appelle un numéro de casse passive. Vous aussi, vous auriez pu mettre votre tête sans risque à la place de celle du monsieur qu'on a vu. On ne l'aurait pas abîmé du tout. D'ailleurs, ce serait dommage. Et tout dépend de la façon qu'on a de frapper la première brique. Ça crée une onde de choc qui fracasse les autres briques juste en dessous, mais on ne sent absolument rien. Tout dépend de celui qui frappe. Ah bon, donc rien à voir avec la concentration, maîtrise de soi, force intérieure. Rien à voir avec les arts martiaux en tout cas. Bon, cela dit, je connais d'autres formes de sport. Oui, mais en tout cas, les sports plus basiques, lorsque vous pratiquez un sport très basique même, régulièrement et un sport normal, vous sécrétez des hormones qu'on appelle les endorphines. Ce sont elles qui donnent la sensation de planer un peu pendant l'effort. Ah, c'est ça. Et il semblerait que ces hormones dopent la libido aussi, alors celle des sportifs et aussi celle des spectateurs qui regardent ces sportifs. Tout de suite, une partie de baseball un peu particulière. Les fans de baseball de Toronto ne sont pas prêts d'oublier cette journée. Alors que le jeu traîne en longueur sur le terrain, au fond, dans les loges, un match beaucoup plus sexy se déroule. Les photos de ce couple faisant l'amour à la fenêtre de leur loge, devant 50 000 personnes, défraient la chronique. Vendues 31 fois à la presse internationale, elles font le tour du monde. Plein les yeux à retrouver le photographe. Greg Recchi, entre deux avions, s'arrête à Paris pour nous raconter ce match un peu spécial. Le 13 mai 96, il est envoyé par son journal pour couvrir le baseball. Par hasard, il capte la scène. Au moment où j'ai remarqué le couple, j'ai pas pu y croire. Je me suis dit, c'est pas possible. Si je les ai remarqués, c'est uniquement parce qu'on voyait les cordes bouger. Ça faisait des mouvements vers le haut, vers le bas. Vous ne pouviez pas les rater. Cet hôtel avec fenêtre donnant sur le stade est très prisé. Beaucoup de gens louent une chambre pour regarder le match. Ces deux hommes que vous apercevez sur cette photo, debout dans la chambre voisine, regardent tranquillement le match alors qu'un autre jeu se joue juste à côté d'eux. Je devais me décider à me concentrer sur le couple à la fenêtre ou me concentrer sur le match en face de moi. Et heureusement, j'ai pu faire les deux. Sur ma pellicule, on peut voir un peu du match, un peu de la fenêtre, puis retour sur le match, la fenêtre, le match. Je passais de l'un à l'autre. En fait, je pense qu'ils sont venus au stade avec cette idée en tête, qu'ils avaient préparé leur coup depuis un jour, une semaine ou un mois. Ils se sont dit, on va aller au Sky Dome, on va faire ça à la fenêtre de l'hôtel et tout le monde pourra nous voir. C'était impossible de ne pas les remarquer. Pendant qu'ils faisaient l'amour, elle regardait le match. Elle se tournait et regardait à travers la vitre pour voir le stade. Apparemment, elle savait que le match était serré et elle voulait savoir où ils en étaient sur le terrain et ne pas rater l'évolution de la partie. C'était amusant. Lui semblait plus absorbé par ce qu'il faisait. Les spectateurs qui avaient pris des jumelles pour voir le match les passaient à leurs voisins de tribune. Les gens criaient « Laissez-moi les essayer, laissez-moi les utiliser » et ils regardaient la scène pendant quelques secondes puis refilaient les jumelles à la personne d'à côté. Tout le monde riait. C'était pris à la rigolade, d'ailleurs, c'était très drôle. La fenêtre de leur chambre était ouverte, ils pouvaient donc entendre la foule. Les spectateurs leur criaient plein de choses et ils s'en fichaient complètement. Ce que vous voyez sur les photos, c'est exactement ce que tout le monde a vu dans le stade ce jour-là. Elle n'était vraiment pas timide. On pense, on est presque sûr que ce moment-là, c'est quand la sécurité de l'hôtel ou la police est venue frapper à leur porte. Parce qu'on les a vus s'arrêter tout net. Alors elle s'est levée, il s'est levé, ils ont dû aller finir ce qu'ils avaient commencé, et 5 à 10 minutes après, ils sont revenus à la fenêtre juste pour fumer une cigarette, se relaxer après l'effort. La plupart des photographes étaient déjà partis à ce moment du match. Quand le couple a commencé à faire l'amour, je me suis dit, c'est dingue, je suis le seul ici. Je suis le seul à prendre des photos et ils sont juste devant moi. 50 000 personnes les ont vus, enfin au moins 35 000. Les 15 000 autres devaient avoir une mauvaise vue ou regarder ailleurs ou essayer de voir ce que tout le monde était en train de regarder. Le couple savait, ils étaient là pour être vus. Si personne ne les avait remarqués, ils auraient été très déçus et leur mission n'aurait pas été accomplie. Plein les yeux maintenant terminé, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau numéro de Plein les yeux. Surtout n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos images. Très bonne fin de soirée sur TF1. Bonsoir. Bonsoir.